Narodil jsem se, pocházím z, v našem jazyce se říká vzešel jsem z Gévaudan. Jsem z Gévaudanu na jihu Francie. Je to ve francouzském státě, je to region, který je okcitánský. Nemluvil jsem francouzsky dřív než ve svých 8 letech. Narodil jsem se tedy v polovině století, minulého století. Moje rodina měla více zaměstnání. Mimo jiné jsme měli kavárnu v Paříži jako hodně lidí z centrálního masivu, protože ve francouzštině se hornatá oblast mezi Alpami a Pyrenejemi nazývá centrální masiv. Ale u nás se to tak neříká. U nás prostě říkáme hory. První historická událost, na kterou si vzpomínám, je masakr u Charonne. Bylo to v 60. letech, na konci války v Alžírsku, kdy jsme měli kavárnu zrovna u stanice metra Charonne. Měli jsme hodně klientů pocházejících z jihu Francie. V naší kavárně se nemluvilo francouzsky. Hodně klientů mluvilo jenom okcitánsky. Byli to učitelé, dělníci, řemeslníci. Naši klienti reprezentovali celý středomořský oblouk, řekněme od Toulouse po Marseille. Nebyl jsem příliš velký, ale dobře, velmi dobře si pamatuji na velké manifestace. Na tu velkou manifestaci, kde se lidé nechali pozabíjet v metru na stanici Charonne. Byli jsme, řekněme, 200 metrů od stanice Charonne. Všechno jsme zavřeli, stáhli jsme rolety, abychom mohli schovat demonstranty a naše stálé hosty, kteří byli pronásledováni policií. Byl jsem velmi mladý, ale velmi dobře si na to vzpomínám. Byla to první velká událost, na kterou si vzpomínám. Potom druhá událost, pro mě to je květen 1968. Byli jsme ve čtvrti v Paříži, kde bylo hodně řemeslníků. Mezi jinými tam byl jeden kožišník, žid, jehož nejstarší chlapec byl student. Já jsem byl ještě na základní škole. Ještě jsem nenastoupil na gymnázium. Odcházel na barikády a pokaždé, když odcházel na barikády, tak toho jeho maminka líbala na čelo. A u mě to tak nebylo. Já jsem z protestantského prostředí jižní Francie a u nás se nedávaly city najevo tímhle způsobem. Hodně mě to lákalo, tak jsem chtěl jít jednoho dne na barikády, ale u nás jsme neměli rudou vlajku. To se u nás nedělalo. Za to jsme měli okcitánskou vlajku. Bylo mi přibližně 11 let, asi 10,5. Nebylo mi ještě celých 11. Takže jsem byl na barikádách v květnu 68 a jedinou rudou vlajku, kterou jsem měl, byla okcitánská vlajka, takže jsem prodělal květen 1968 na barikádách s okcitánskou vlajkou. Navíc jsem byl nejmladším manifestantem. Na začátku dalšího školního roku v nejnižší třídě 2. stupně základní školy tam byli zástupci třídy a já byl prvním delegátem třídy. Samozřejmě všechny děti ve čtvrti, tehdy v Paříži nebylo moc aut a bylo tam hodně lidí z jihu Francie. Všichni lidi z jihu Francie věděli, že jsem byl na barikádách. Takže jsem byl velmi slavný, protože jsem byl na barikádách ještě dřív, než jsem nastoupil na gymnázium. Ještě jsem byl na základní škole. Mohu se tedy zeptat, bylo to proto, že jste viděl ostatní a chtěl jste se k ním přidat, anebo proto, že už jste tehdy věděl, co děláte a přestože jste byl malý chlapec, chtěl jste vyjádřit svoji okcitánskost? Ne, myslím, že to bylo jenom ze zvědavosti. Chtěl jsem vidět, co to je. A pak znepokojoval mě můj soused, byl mu 18 let a jeho matka ho tak obdivovala. Chtěl jsem jít s ním na barikády. Bylo to částečně politické, protože jsem byl velmi vyspělý, ale současně to bylo ze zvědavosti. Moc krát děkuji. Potom jsem se účastnil všech politických hnutí po roce 1968. Zhruba tak brali mě jako mladšího bratra, byl jsem v různých organizacích. Chtěl jsem vstoupit do komunistické strany, ale ta mě odmítla, protože jsem byl příliš mladý. Takže jsem se pohyboval kolem různých organizací levice a krajní levice. A přišel jsem do jedné maoistické organizace. A v ní jsem znovu potkal lidi, kteří byli přesvědčení okcitanisté, že ti se tam často vyskytovali. Vlastně jsem se vrátil k okcitanistickým organizacím odtamtud. A to bylo období, které trvalo až do 80. let. To už je dávno, hodně těch projektů dalo málo plodů. Řekněme, že od 80. let jsem se hodně vrhnul na práci a nemohl jsem věnovat všechen čas politickému aktivismu. Co je také třeba vědět je, že v mé čtvrti bylo hodně lidí z jihu Francie. A mezi těmi lidmi byli někteří aktivnější než ostatní, zvláště pokud jde o tradice. A moje rodina trochu ztratila tradice. A některé ty tradice byly obnovovány, oživovány dalšími osobami. Dalšími obchodníky ze čtvrtí, kteří byli udržovatele, jak se tehdy říkalo. S tou drobnou vadou, že to bylo folklorně zabarvené, což jsem vůbec neměl rád. Nikdy jsem neměl rád to folklorní zabarvení, folklorní stránku, kterou prosazovala některá regionalistická hnutí. Vlastně před příchodem do Paříže jsem absolvoval nejnižší třídu ve svém rodném kraji a až když jsem přišel do Paříže, jsem se naučil skutečně francouzsky, že předtím jsem nemluvil francouzsky. A když to vyprávím, lidé mi nevěří, myslí si, že to není možné, že v roce 68 všichni mluvili francouzsky. Ale ne, u nás se francouzsky nemluvil. A o to mám jednu historku. V 68. nebyla televize, bydleli jsme na horách a nebyla televize.
nebyly vysílače, které by přenášely k televizní vysílání. A po 68. měla vládnoucí vrstva enormní strach, takže dali hodně peněz na zavedení televize. V 70. roce mluvilo méně než 50% populace okcitánsky, zatímco v mém dětství nemluvil nikdo francouzsky. A pak nám vyprávěli historky, jako by to byla zapomenutá řeč, jako by to bylo velmi daleko. Ale ve skutečnosti se to odehrálo velmi rychle. Během 2-3 let. Ode dne, kdy přišla televize, zpočátku byla televize v kavárně, takže lidé chodili zpočátku na televizi do kavárny, potom si to mohli sami koupit. Jazyk velmi rychle ustoupil ve veřejném prostoru. Ne doma, ne mezi lidmi, ne s rodiči, ale v obchodech, kavárnách jazyk neobyčejně ustoupil. Ale Paříž to je jiný příběh. Že lidé v Paříži, jazyk byl poutem s jejich rodným krajem. Ti, kterým se říkalo Pařížani, často vedli nějaký obchod nebo kavárnu nebo restauraci nebo byli řemeslníci nebo instalatéři. Ti, kteří odešli do Paříže za prací, ti si udržovali jazyk, protože to bylo pouto s jejich rodnou zemí. A byli mnohem víc udržovatelé, než ti, co zůstali na horách. Jako rolníci nebo jako jedno z mála povolání, které se mohlo udržet na horách. Na horách to nebylo moc rozmanité. Takže první 2 historické události, to je demonstrace u stanice metra Charon a potom květen 68. V mojí rodině jsou katolíci i protestanti, dokonce některá další náboženství, která přišla se sňatky. Mám například jednoho přiženěného strýce, který je jugoslávského původu. Máme v rodině jednoho languedokského spisovatele, ale nechci uvést jeho jméno. Naučil jsem se okcitánsky, řekněme, korektně, ale nejenom tím, že bych mluvil s rodiči nebo s ním, ale bylo v tom i určité vydírání. On byl katolík a při výuce se často vyjadřoval o protestantském vidění světa. A jsem ho nechával v té naději, že snad jednou přestoupím na katolické náboženství, ačkoliv jsem to nikdy neměl v úmyslu. Dělal jsem to proto, aby mi dával hodiny, abych s ním mohl číst a psát. Určitým způsobem jsem se stal ateistou. U nás je takové přísloví ni áze, ni néši. Těžko je přeložitelné, ve smyslu ani ryba, ani rák. Je to slovní šíčka se zkratkou AC, to znamená starý katolík. To znamená lidé, kteří nikdy neopustili katolickou víru. A NC, to je nový konvertita. To jsou lidé, kteří byli nuceni se znovu obrátit na katolickou víru, ale poté ji praktikovali dál protestantskou. Ale nikdo se tím nenechal oblachnout. Všichni věděli, že jsou to blázni. Takže to přísloví mimo nic znamená, že není ani katolik, ani protestant. Áze znamená osel a neši to znamená blázen, hlupáč, jak někdo slabého ducha. Viděl jsem několik voleb ve svém kraji, že můj strýc byl hodně aktivní v místní politice. Vzpomínám si na jednu historku, byl jsem mladý, byl jsem už na lyceu, bylo to v Paříži, ale vracel jsem se 2krát ročně do svého rodného kraje. Jednou v zimě, jednou v létě. Šli jsme tehdy navštívit jednoho člověka, který se stal významný ve francouzské politice a někdo se zeptal, jak se daří okcitánskému jazyku. A můj strýc vyprávěl, že mnozí ho už neumí, kolik lidí ho zapomnělo. A jako příklad uváděl slovo krejčí. Místo Sartre říkali tajú. A pro ně to byl příklad, že jazyk upadá. Jenomže přitom zapomněl říct, že on sám používal všechen svůj vliv proto, aby uvedl francouzská slova do okcitánštiny a přitom říkal lidem, že to je dobrá okcitánština. Když byl nějaký venkovan a třeba řekl Sartre a tenhle člověk ho opravoval, říkal tajú. Pod záminkou, že to je dobrá okcitánština. A pak to pro něj byl důkaz, že okcitánština upadá. Ale přitom využíval všechen svůj vliv, aby do ní uvedl falešné výrazy okopírované z francouzštiny, aby potom mohl říct, podívejte se, oni ztrácejí svůj jazyk. Takže to byl, abych tak řekl, hadí jazyk. Byl to lhář a to mě hodně poznamenalo. Pro tuhle politickou osobnost to byly první vyhrané volby na úplně nízkém postu a později se stal prezidentem regionální rady Languedocu-Roussillon. A můj strýc byl jeho ideologem. Mám část rodiny, která je protestantská a zároveň obecně komunistická, protože u nás protestanti rovná se komunisté. Což vždycky udivuje lidi odjinud, že pro ně protestantismus to je rozvoj kapitalismu. Mám část rodiny, která odjela jinam, která se musela uchylit do exilu. Část rodiny mám ve Spojených státech, část ve Švýcarsku, část v Jižní Africe. V protestantské části. A tito lidé, když přijdou do Ardèche, do Severního Gardu, do Aveyronu, tak je tam spousta rodin, které mají návštěvníky. A ti návštěvníci jsou lidé původem z těch rodin, z těch oblastí, ale jich předci emigrovali v 17., 18., 19. století. A ti hosté často přijíždějí ve velkých švýcarských bourácích s poznávací značkou kantonu Vaud, nebo v německých velkých autácích, nebo odjinud. A přitom to jsou často rodáci z toho kraje. A tito lidé nechápou, jak protestanté mohou být komunisté. Pro ně je to něco mimořádného. Ale na horách v Seven jsou případy, že protestanti byli velmi dobří komunisté. I když tak nějak po svém. To vysvětluje, proč jsem ve svých pařížských letech chtěl vstoupit do komunistické strany, ale nikdy jsem do ní nevstoupil. Naopak jsem se hned dostal do kontaktu s lidmi, kteří z ní vystoupili, kvůli svému kritickému postoji a někteří založili maoistické skupiny, které se staly známé ve Francii a možná jsou známé i historikům jinde.
Další historická událost. Viděli jsme okupaci Larzaku, protože armáda přijela po státní silnici, která vedla kolem mého bydliště. Takže poslali všechen materiál po té silnici. Bylo to v roce 71 nebo 1972. Silnice byla úplně plná, nikdo nevěděl, co se děje a trvalo nám víc než jeden den, než jsme se dozvěděli, že to je kvůli okupaci Larzaku. A v té době jsem pracoval, že přestože jsme měli kavárnu v Paříži, tak jsme pořád ještě měli statek na horách, který nám pomáhali utočovat příbuzní v zimě a my jsme tam pracovali v létě. Tehdy bylo mnoho lidí, kteří takhle měli statek, kteří ho neprodali, uchvávali si ho a vlastně dělali dvojitou práci. Takže já jsem byl na silnici a viděli jsme ty obrovské kolony aut. Viděli jsme přijíždět ty kolony a po několika dnech jsme se dověděli, že to bylo, aby okupovali Larzak. Tak to je další událost, na kterou si vzpomínám. A potom jsem se skutečně podílel na výboru na obranu Larzaku. Dost dlouhou dobu, až do roku 80, přibližně do roku 81, kdy Mitterrand rezignoval na okupaci Larzaku a bylo to jedno z mých posledních politických vystoupení. Protože potom, jak už jsem vysvětlil, jsem se dal už spíš na práci a neměl jsem čas na politickou aktivitu. To, co mě hodně poznamenalo, co jsem vyprávěl lidem, to byl příchod televize. Byli jsme v odlehlé oblasti a lidé nás považovali za opožděné. Ze strany politiků, volených představitelů bylo hodně požadavků, aby se postavili vysílače televize. Aby televize přišla do domácností, ale Francie na to obecně kašlala. Neměla příliš úmyslu, aby televize zavlažila údolí v horách. U lidí, kteří ani nemluvili francouzsky. Ale po 68. měli takový strach, že během méně než 1 roku vykonali všechny práce. Postavili tam retranslátory, udělali nesmírně mnoho proto, aby byla televize úplně všude. Můžu se možná zeptat, když vidíte televizi dnes, myslíte si stále, že je tak důležitá, nebo vidíte úpadek v programu v informacích? Já se příliš na televizi nedívám, nebyl jsem s ní vychován. Nedívám se ani příliš, ale u nás moje matka se často dívala na televizi. Měli jsme úplně maličkou kavárničku v Paříži, byla to taková kavárna pro místní čtvrť. Měli jsme mezi klienty Alžířany. A někteří alžírští klienti s námi hovořili okcitánsky, že kromě kavárny jsme taky prodávali uhlí a věnovali jsme se obuvnictví. Opravovali jsme boty, prodávali jsme uhlí a také víno, alkohol si odnášeli klienti domů. A také restauraci. Nebyla to ani tak restaurace v gastronomickém smyslu jako kantýna pro dělníky ze čtvrtí. Protože před 68. v Paříži bylo hodně továren. Lidé na to zapomínají. Paříž se teď stala měšťáckou, stala se městem pro bydlení, městem muzeí, ale bylo tam hodně továrníček, taková obdoba drobného čínského průmyslu. Malé dílny, které dnes vidíme v jihovýchodní Asii. Byly to dílny se 2 dělníky, kteří společně koupili jeden stroj, například jeden soustruh nebo jednu fresku a pracovali pro bývalého šéfa, který měl 20 dělníků. To znamená, že už podnikal ve velkém. A on sám pracoval pro mnohem větší podnik. Prakticky ve všech zadních dvorech, prakticky ve všech ulicích byly takové dílny strojírenské, čalounictví, truhlářství. A my jsme byli pro ty lidi něco jako kantýna. Byly 2 druhy služeb, které jsme poskytovali. Buď přišli brzo ráno s ešusem. Moje babička znala hodin, když všichni odcházeli z práce. Oni nechávali ty ešusy u nás a my jsme měli v kuchyni takový přípravek, kdy jsme dávali ty ešusy rovnou nad oheň a oni, když v poledne přišli, tak nám zaplatili za místo a za talíř a často i za skleničku vína. To znamená, ta první služba spočívala v tom, že jsme ohřívali jídlo, které si oni sami přinesli z domova. A druhý typ hostů byli ti, kteří nám přicházeli jako do normální restaurace se najíst. To znamená, že jim jsme připravili jídlo my. Často jsme připravili velmi jednoduchá jídla. V 90. letech jsem znovu objevil něco podobného v Barceloně. V dělnických předměstích Barcelony, kde dělali podobná jednoduchá jídla, jako jsme dělali my. V Paříži jsme dělali omelety, ale z dobrých produktů z venkova. A dokonce jsem to byl často já, kdo byl pověřený přivážet. To byla taková zvláštnost. Dneska je to nepředstavitelné. Vozili jsme to vlakem. SNCF, to je francouzské státní dráhy, dovolovali převážet celý plný kufr s potravinami. To bylo dědictví doby, kdy lidé ještě neměli auta. A každý rok před Vánocemi moji strýcové připravili krabice se surovinami, ze kterých jsme potom v Paříži připravovali jídla pro hosty. A já jsem to odvezl do Paříže. Ale dnes by to ve Francii neprošlo díky hygienickým a evropským normám. Ale tehdy to bylo běžné a dovolilo to připravovat velmi dobrá jídla z dobrých surovin. Lidé díky tomu měli i přístup k sevičům a jídlům, která byla velmi dobrá. S pravou šunkou, s pravými houbami z venkova a s pravými salámy. A přitom to vůbec nebylo drahé. A tak to probíhalo až do 68. A v 68. se stalo něco skutečně historického. De Gaulle těsně předtím, než odstoupil, měl projev, ve kterém vyslyšel požadavky, aby Paříž byla čistější, méně zakouřená. A vzbudilo to zájem některých lidí, developerů, kteří měli zájem zbořit ty továrny a na jejich místě postavit obytné domy. De Gaulle tedy vyhlásil decentralizaci. Při ní se továrny musely odstěhovat. A těsně před tou decentralizací, ještě když továrny existovaly,
tak přicházelo hodně lidí do Paříže pracovat a ještě než našli práci a v ulici bylo víc kaváren, oni tam přicházeli se ptát po práci a po bydlení a moje babička jim dávala zadarmo najíst. A lidé, kteří neměli práci, u nás jedli zadarmo, neplatili. A stávalo se, že lidé, kteří neměli žádný nocleh, spávali v kavárně. Kavárna zavírala večer v 1 hodinu a ráno otevírala v 5 hodin. To lidem dovolovalo vyspat se aspoň 4 hodiny. Spali tam na stolech, na lavicích. Dneska by to nebylo možné, zákony nedovolují takhle ubytovávat lidi, ale tehdy se to dělalo. Stávalo se, že ti lidé našli během týdne práci a potom se ubytovali v takzvaném hotelu na měsíc. To byly takové ubytovny, kde se dalo bydlet bez kontraktu, ale na měsíc, a když to dostal po měsíci ten člověk výplatu, tak přišel a dal nám něco, protože jsme mu pomohli v tom prvním období, aby se odlepil ode dne. A v ulici bylo nejméně 10 podniků, když nepočítáme řemeslníky, takže bylo snadné najít práci. A tehdy ještě nebyl všude komfort, kterému se říká moderní. Například nebyla ve všech domech tekoucí voda. Například moje matka bydlela vedle kavárny a neměla tekoucí vodu ani topení. Spousta dělníků ve čtvrti byla v podobné situaci. Tekoucí voda bývala často ve společné chodbě a záchody na dvoře, takže bylo třeba vycházet uprostřed noci, i když byla zima, na záchod na dvůr. A po 68. se první dělníci mohli přestěhovat do velkých sídlišť, která byla postavená na předměstích Paříže. Dělníci z továren, které ještě nebyly odstěhované z Paříže. A vyvstala otázka, jak v tom přechodném období, kdy v centru ještě byly továrny, ale dělníci už bydleli na předměstí, jak se budou dopravovat. Udělali to tak, že ty továrničky zorganizovaly kyvadlovou dopravu mezi předměstími a pracovišti. A ty kyvadlové autobusy zahrnily prostředek sociální kontroly dělníků v jejich volném čase, že odvezli rovnou z továren do těch předměstí. A naopak, když šli do kavárny, tak si mohli popovídat, byli trošku chránění proti majitelům těch továren. Mohli se tam organizovat jako odboráři. A mnozí si kvůli tomu začali kupovat auta, protože v autobusech se cítili moc kontrolovaní. A netrvalo to dlouho, během 4 až 5 let se továrny odstěhovaly. To je málo známá ekonomická událost, protože lidé si nespomínají na ten de Gaulleův projev o decentralizaci, že pak se konalo referendum, které de Gaulle prohrál a podal potom demisi. Takže si lidé nepamatují na to, co předcházelo. Přesto je to pro zeměpis Paříže velmi významné. Všechna drobná pařížská řemesla potom upadla, protože existovaly specializované ulice, například ulice specializované na truhlářství, a teď jsou z toho ulice z obchody. Takhle se ztratily třeba dílny na opravu fotoaparátů nebo obuvy. Dneska je ten systém zpracován spíš z haute couture, ale dřív to tak nebylo. Lidé si myslí, že vědí, co to je haute couture, ale ve skutečnosti to nevědí. Nevědí, co je zatím. Je to syndikát, do kterého se dá vstoupit jedině kooptací. A jako byla vysoká kryčovina haute couture, byla také střední a malá. A rozdíl nebyl v kvalitě obleků, rozdíl byl v klientele. Když to byla petit couture, tak to byla místní klientela a eventuálně mohla přicházet i maličko z nějaké trošku větší vzdálenosti. Když to byla moyenne couture, střední, tak ti klienti přicházeli z departementů ve francouzském slova smyslu nebo z kraje, z velkých měst. A když to byla haute couture, tak to bylo, řekněme, v rámci celé Francie nebo případně i mezinárodní klientela. Bylo to všechno organizované jako syndikáty. Je pozoruhodné, že v lidové čtvrti byla zakázková krečostí, když to byla jenom petit couture, ale vysoce kvalitní a byly to skutečně značkové domy, kde si pánové mohli nechat ušít obleky a dámy šaty a trošku majetnější lidé i kožichy. Ve firmách měli nezanedbatelné know-how. V tom prostředí bylo hodně přistěhovalců, hlavně Židů z východní Evropy a hodně Arménů, kteří se věnovali obuvnictví. Například na hranici 11. a 20. pařížského obvodu bylo hodně Arménů, kteří se věnovali obuvnictví. Ve třídě jsem měl mnoho arménských kamarádů, ostatně jsem se začal učit arménsky. A jeden z přátel byl Armén, který se hodně věnoval cyklistice a rozhodně chtěl, abych jezdil na kole s ním. V té době jsme byli na nejchudší škole 2. stupně základní školy ve 20. pařížském obvodu, že Charon, to je sice 11. obvod, ale je to v těsném sousedství 20. obvodu. A probíhaly tam nábory do sportovních klubů. Přitom nabízeli současně jako prémii zadarmo sportovní registraci, to je zaplatili příspěvky klubu a cyklistické federaci. Tehdy měli chlapci zakázáno závodně jezdit na silnici, bylo to omezené jenom na stadion. Zůstal jsem v tom klubu asi 1 rok, ale pak jsem odešel, když mě nutili polikat látku, které jsem rozhodně odmítal užívat. Byl jsem dost dobrý a před jedním závodem mě nutil, abych vypil zázračný nápoj. A vedoucí klubu, když jsem to odmítl, mě téměř ponížil. Použili sílu a pak mě vyrazili z klubu, protože jsem neposlouchal, jak by se bývalo patřilo. A arménský přítel, který mě do klubu přivedl, byl také kvůli tomu vyhozen. A byl z toho strašně nešťastný, protože mu hodně záleželo na cyklistice. Chtěli mě prostě nadopovat. Tehdy se k dopingu používaly hodně nebezpečné látky. Bylo to skandální. Vlastně to není historická událost. Řekněme, že o 30 let později byly odhaleny dopingové aféry v prostředí cyklisticky, ale vždycky to tam bylo přítomné a je strašně obtížné tomu odolat. Ale já odolal, protože jsem z poněkud zvláštní rodiny. My jsme rodina, která vždycky kladla odpor.
V rodině máme zakladatele okcitánské nacionalistické strany. Mám velmi vzdáleného prastrýce o několik generací, které z těch protestantských pastorů, kteří byli posláni do Ženevy, že nebyli v úvozovkách řádní protestanti. Poslali je do Ženevy na převýchovu. Bylo tam něco jako internát, tam je znovu naučili, co je to normální protestantismus, protože jejich víra nebyla normální protestantismus. Pak se vrátili, vlastně byli dva, jeden pak už nebyl pastorem, podal demisi, ale oni nikdy nerezignovali na svou odlišnou víru. Ze svého pařížského pobytu mám ještě jednu historku. Pro moji babičku si byli všichni lidé rovní. U ní v kavárně, kdo neměl peníze, jedl zadarmo. Babička byla velmi zvláštní. Ve čtvrtě nebyla žádná protestantská modlitebna, ale hodně katolíků. Babička, která vedla kavárnu, neměla čas chodit jinam a jednoho dne, když se chtěla jít pomodlit, tak šla do katolického kostela, který byl hned vedle. A oni ji hrubě vyhodili. Ona tomu nerozuměla, protože byla velmi upřímná, přímá, prostá. A ta její víra, katolíci tomu říkají uhlířská víra, byla také prostá. Nechápala, proč ji vyhazují. Když je jiného náboženství, když se tam přišla jenom uchylit, bez nenávisti, bez hněvu. Mně se stalo to samé, asi o 10 let později. Dřív byl poblíž jeden kostel, pak tam vybudovali velkou budovu, kde jsou sídla různých spolků a jednou se tam slavili speciální provencálské Vánoce. A matka za každou cenu chtěla, abych tam šel se podívat na provencálský Betlém, že v naší rodině jsme z náboženských důvodů Vánoce nikdy neslavili. Ale protože je to kultura i Francie, tak matka chtěla, abych poznal, co je to provencálský Betlém. Byl to starý kostel s kryptou a někteří lidé z ulice tam udělali Betlém, jesličky. A když jsme tam šli s matkou, tak farář, protože věděl, že nejsme katolíci, tak nás z toho kostela vykázal. Přestože někteří naši přátelé se podíleli na přípravě těch jesliček, tak my jsme neměli právo tam jít, protože jsme byli protestanti. Přestože jsme byli z jihu, přestože jsme mluvili jazykem jako lidé, kteří připravili ty jesličky. Ostatně byli to naši známí obchodníci ze čtvrti. Byl tam například jeden květinář, jeden sedlář, který byl náš klient. Ten sedlář byl katolík, pil u nás bez problémů kávu. To farář byl odpovědný za konflikt, za násilí. My jsme si rozuměli dobře. A když jsem byl v prvním ročníku školy, měl jsem vyučování. V Paříži existovaly mateřské školy, ty na horách nebyly, že by do nich museli děti chodit daleko. Francie má tradici školní výuky těch nejmenších. Protože jsem byl vyučován doma a ne v mateřské školce, když jsem přišel do první třídy, tak jsem uměl číst, psát, nemluvil jsem moc dobře francouzsky, za to jsem uměl ne 4, ale 5 matematických operací. Uměl jsem dokonce druhou odmocnění. V 7 letech jsem uměl odmocňovat. A když jsem přišel do první třídy, měl jsem takovou medaili kříž s ním. My protestanti jsme měli kříž s ním. Ten se trochu podobá okcitánskému kříži, to je znak Okcitánie. Nastoupil jsem tedy na veřejnou školu a měl jsem tam jednu učitelku katoličku. A první, co udělala, bylo, že mi strhla ten kříž. Neměl jsem právo na svůj kříž, za to ona katolický kříž měla. Strhla mi můj kříž, přitom mě zranila na krku. U nás v rodině bylo zvykem mlčky odolávat, ale já jsem měl tak trochu až pokrk tohle přístupu odolávat, ale nic neříct. To byl důvod, proč jsem odešel od rodiny. Jeden rok jsem vydržel s tamtou učitelkou, v druhém ročníku to bylo zajímavější. Měli jsme druhou učitelku, ta byla původem z Corrèze. Když se podíváš na mapu, tak vidíš, že to je také součástí Francie. A ona výborně mluvila okcitánsky. A byla zákaznicí mojí babičky. Já jsem asi od 10 let pomáhal v restauraci. Vařil jsem, ale hlavně jsem doručoval uhlí a dříví. Hodně lidí nemělo sklep, kde by mohli skládat uhlí nebo dřevo. Já jsem mi tedy každý večer doručoval otop. Doručoval jsem taky své učitelce. A té příležitosti jsem využil, aby mi dávala hodiny okcitánštiny navíc. A ve škole ve třídě realizovala to, co učenci v Montpellier nazývali latinou chudých. To znamená, aby se někdo naučil lépe okcitánsky, tak mu vysvětlovali gramatické zároveň ve francouzštině a okcitánštině. Převáděli věty do okcitánštiny, že tam nemůže dojít k omylu. Tak mi takhle převáděla věty do okcitánštiny. A tohle dělala ve školní třídě především i uprostřed Paříže. Když jsem to vyprávěl svým bratrancům, kteří zůstali v rodném kraji, tak mi nechtěli věřit. To pro představu o škole. Debaty o zahalování muslimských dívek ve škole mě trochu rozesmávají. Existuje určitá tradice příměří mezi katolickou církví a veřejnou laickou školou. Znamená, že katolíci jsou dosti chráněni proti laicizaci, zatímco ostatní náboženství to musí vydržet. Jak už jsem vyprávěl, hodně jsem pracoval venku, chodil jsem na sena, staral se o dobytek. V 11 letech jsem odrodil svou první krávu. Měl jsem hodně jemné ruce, říkalo se o mě, že mám chirurgické ruce. Jeden můj soused z té vesnice o 6 let starší se stal známým francouzským chirurgem. Vůbec lidé u nás na horách rádi studovali. Měl jsem jednoho strýce, který pracoval víc než rodina, který dokázal bez problémů číst latinsky. Existovala tradice venkovské vzdělanosti, literární. On četl Vergília a když jsem přišel do školy, byl jsem hodně opálený jako černoušek. A v té základní škole, do které jsem chodil skoro až do 68. roku, do mě v jednom ročníku strčili na schodišti. Spadl jsem skoro ze 3. poschodí. A to proto, že jsem byl černý. Byl jsem kudrnatý, teď už nejsem a vypadal jsem jako arabáček, říkají rasisty. Pro třídního arabáče to bylo špatné. Tehdy jsme neměli auto, nebyli jsme dost bohatí, abychom měli auto.
Hodně jsme jezdili vlakem. Vlak, který nebyl vyhrazen turistice, od té doby zrušili mnoho linek, i když koleje ještě pořád existují. Tehdy se do Prštiže vozilo vlakem jídlo, tehdy se jezdilo běžně pracovat na venkov nebo na dovolenou vlakem. Cesta tehdy trvala 12 hodin a to bylo velmi mnoho. Když jsem byl poprvé zatčen, to bylo kvůli tomu, že jsem uklidňoval jedno malé plačící dítě. Po celou cestu tam dítě plakalo a já jsem byl pořád blízko něho a uklidňoval jsem ho a na konci cesty na něm našli motřiny, ale ty mu udělali jeho rodiče a ne já. Přesto mě četníci zatkli, obvinili mě, že jsem to dítě udeřil, protože se chovalo velmi špatně. Nechali mě 2 dny v jedné místnosti na židli, přestože mi bylo pouhých 9 let. To znamená, že poprvé jsem se dostal do vězení, když mi bylo pouhých 9 let. Četníci byli Francouzi a brali to strašně špatně. My Okcitánci jsme pro ně byli jako divoši. Takže se mnou nezacházeli v rukavičkách. Marně jsem jim vysvětloval, že jsem to dítě jenom uklidňoval. Podle nich se měli potrestát a protože mě nemohli poslat do vězení, protože jsem byl nezletilý, tak mě nechali 2 dny sedět skoro přišpendleného na židli v místnosti, kde uřadovali. Byla to velká četnická stanice, téměř pevnost. Jsou rodinné věci, o kterých nevím, prostě protože se o nich nemluvilo. Já jsem z kraje, kde se moc nemluví. Normálně, když jsme přijížděli vlakem, tak nás některý člen rodiny čekal a pak nás odvezl z nádraží domů. Vzpomínám si, a to už je hodně dávno, že nás vozili na dvoukolové káře, později autem, traktorem, taxíkem. To záleželo na tom, kdo přijel a v kterém roce to bylo. Jednoho roku jsme čekali na nádraží dlouho, nikdo nepřijížděl. Nakonec někdo přijel a když jsme vyjížděli do vesnice, tak tam byla všeobecná bitka, aniž bych vůbec pochopil, proč k ní došlo. U nás to není jako v Marseille, kde si lidé třeba nadávají, hádají se. U nás ne. U nás lidi hned vytáhnou nože a vrhnou se na sebe. Nikdy mi nikdo nechtěl vysvětlit, proč se tehdy lidé rvali. Jenomže přijeli četníci a oddělili bojující strany a já jsem znova šel do vězení. Přestože jsem se té rvačky vůbec neúčastnil. Bylo mi 11 let, 2 dny jsem byl ve vazbě, přestože jsem se neúčastnil bitky a nevěděl jsem, proč k ní došlo. A někteří členové rodiny byli skutečně uvězněni. Někteří byli ve vězení v Montpellier. Později jsem se snažil zjistit, proč se rvali. Nikdy se mi to nepodařilo zjistit. Co je zajímavé jako historka je to, že mám část rodin ve Spojených státech, ale viděl jsem je jenom jednou v životě. Část rodiny měla majetek v Gévaudan v dnešním departementu Lozère. Dnešní Lozère to je vlastně Gévaudan plus některá území, která třeba patřila ke Gardu nebo k Aveyronu. Francouzská revoluce tím trochu zamíchala, ale aby zničila staré provincie, aby zničila jejich identitu. Hodně majetku mojí rodiny bylo vyvlastněno z různých důvodů. Například kvůli náboženství nebo později kvůli činnosti v nacionalistické straně. Více členům rodiny byl takhle vyvlastněn statek nebo dům a podobně. A protestanční členové rodiny, kterým byl zabaven všechen majetek, odjeli do Ameriky. Nejprve do Kanady, do Quebecu, protože se tam mluví francouzsky, ale v té době ve 40. letech, těsně po druhé světové válce, tam nemohli jako protestanti zůstat. Tam člověk mohl existovat jenom jako katolík. Tak se přestěhovali do Spojených států, do Detroitu. Pracovali tam v automobilovém průmyslu. Tuhle větev rodiny jsem viděl jenom jednou v roce 69. Přijeli se svou americkou životní úrovní, byli velmi hrdí na své bohatství, na to, že ho dokázali získat jako pouzí dělníci, svou prací. Měli dobrý plat, uspěli. Přijeli ve skupině otec, matka, děti. A od té doby od nich nemám žádné zprávy. Další část rodiny mám v Jižní Africe. S nimi jsme se nepohodli, protože jsme neměli stejný politický postoj k apartheidu. Dopisovali jsme si s nimi a pak jsme se v 60. 70. letech s nimi rozhněvali kvůli apartheidu. A o nich také nemám zprávy. Pohádali jsme se v principu proto, že jsme jako protestanti byli utlačováni a přece nebudeme utlačovat ostatní. To byl názor rodiny kolem mě, v němž jsem byl vychován. Takže jsou členové rodiny, které jsem nikdy znovu neviděl. A pak je jedna větev rodiny, kterou jsem vůbec nikdy neviděl. Žije ve Švýcarsku, pochází od jednoho mého strýce pastora. Dlouhou dobu jsem chtěl zpracovat naši genealogii, ale nikdy jsem to neudělal. V Lozère jsou pořád místa, kde si můžeme říci, že to bylo naše. Tahle hora byla naše. Možná něco o současném životě, jestliže se o to se mnou chcete podělit. Současný život není tak strašný. Řekněme, že můj normální život se zastavil asi před 10 lety. Byl jsem ve velké finanční tísni. Ztratil jsem tak trochu všechno. Byt, tuhleto, támhleto. Moje matka ještě nezemřela, částečně užívá jeden z rodinných domů. Já jsem vlastně na ulici, ale ještě zůstávají nějaké stopy normálního života, nějaké papíry. Když se dostal k moci Sarkozy, ztratil jsem francouzské státní občanství, protože nemohu prokázat, že jsem Francouz, přestože jsem z Languedocu 6 století. Mám slavné předky. Ve Francii se v rodokmenu dostanete asi 500 let zpátky, když máte aspoň trochu známé předky. Podle Sarkozyho definice jsem však ztratil francouzské občanství. A tím pádem nemám ve Francii právo na spoustu věcí, například. Takže vy nemáte žádné občanství? Ne, je to tak. Už jsem přemýšlel o tom, že bych odjel. Ano, knihovna se uzavře.
Ano, možná poslední otázka, protože je to povinná otázka pro lidi, s nimiž je veden rozhovor. Co byste vzkázal lidem, kteří vás poslouchají? Poselství pro lidi. Existuje jedno velmi známé pořekadlo. Qui ten la lango, ten la clau. Kdo ovládá řeč, drží klíč. Je třeba si uchovat kulturu, své přesvědčení. Naše rodina hodně materiálně ztratila, ale uchovali jsme si své přesvědčení. O práci, o ztrátě francouzského občanství jsem se dověděl, až když jsem žádal o podporu v nezaměstnanosti. Předtím se mi to ani neobtěžovali oznámit. Byla mi položena otázka o mé kariéře v zahraničí, ale jsem fakticky skoro nikdy neopustil území, která jsou nárokovaná Francií. Mám část rodiny v Katalánsku, ale tam jsem vždycky jezdil bez papírů a pak jsem byl jednou v severním Německu. Jinak jsem nikdy neopustil hranice Francie. Hodně dlouho jsem pracoval pro jednu nadnárodní americkou společnost, která kolem roku 1992 propouštěla. Ta společnost se věnuje informatice. Já jsem informatik a ta společnost má název sestávající ze 3 písmen. Snadno pochopíte tuhle narážku. Od útlého dětství jsem se zajímal o jazyky. Potom jsem se věnoval matematice, protože na matematických studiích nehodnotili moji úroveň francouzštiny a dávali mi jenom známky z matematiky. Tam bylo jedno, že můj rodný jazyk není francouzština. Nosil jsem s sebou pořád slovníky, díval jsem se, hledal jsem různá slovíčka, nikdy jsem nestratil zájem o jazyky. Začal jsem tedy na fakultě studovat také lingvistiku. A jakoby průsečík toho zájmu o jazyky a matematiku je informatika. Potom jsem dlouho pracoval pro IBM a potom jsem měl problémy dlouho najít zaměstnání, protože v informatice hledají pořád mladé, já jsem navíc vykonával i manuální povolání. Vedl jsem knihkupectví, dělal jsem dělníka v dopravě, truhláře. Jedno z prvních řemesel, které jsem se naučil, bylo truhlářství. To bylo ještě dřív, než jsem se naučil vařit. Manuální práce mi nikdy nevadila. Část studií jsem si financoval skutečnou dělnickou prací. To nebylo jako dnes prodávat hamburgery. V té době vůbec nic takového nebylo. A když si teď ucházím o novou práci, tak mě považují za starého. Byli jsme u toho, jaké to je, když člověk hledá práci v zemi zvané Francie, když je starý, má hodně zkušeností a vykonával manuální práci. A v takovém případě to moc nejde, protože když nabírají nové pracovníky, tak informatika je považována za kancelářskou práci a nechtějí tam lidi, kteří pracovali manuálně. Protože se bojí, že dělníci naučkují průměrnému kancelářskému zaměstnanci své myšlenky. Řekli mi otevřeně, za prvé, jste příliš starý, za druhé, pracoval jste jako dělník, proč chcete pracovat jako informatik? No přece, byl jsem dřív informatik, ale protože jste pracoval jako dělník po informatikovi, to znamená, že jste jako informatik nebyl dobrý. Byla mi položena otázka o dělnících, kteří pracují a přesto spí v nedůstojných podmínkách v autě. Ano, takových, kteří jsou venku, je hodně, to se dneska často stává. Jednu dobu jsem měl velmi dobře placenou práci, dokonce několik paralelních zaměstnání, dobře placených, a přesto jsem neměl kde bydlet. Že mi nikdo nechtěl pronajmout byt. Má co dělat s mojí rodinou, s mým jménem, protože jsou lidé, kteří ti nepronajmou byt, protože si tohleto nebo támhleto. Takže si můžeš vydělat na živobytí a zároveň být na ulici. Onehdy jsem spal v podniku, který mě zaměstnával. Vždycky jsem našel způsob, jak tam zůstat. Během týdne jsem tam spal a na víkendy jsem se vracel do Lozer, abych se zrekreoval. V Montpellieru jsem měl dokonce 2 zaměstnání, jedno v noci, jedno na konci dne a vydělával jsem tolik, že bych si byl býval mohl dobře zaplatit nocleh, ale nemohl jsem najít ubytování. Teď se sám sebe ptám, jestli zdědím rodinný dům, protože probíhají věci, které hrozí tím, že ho nezdědím a že tedy budu zbaven jeho vlastnictví. Před chvílí jsem hovořil o době, kdy dělníci někam přijeli a snadno sehnali práci. Tehdy bylo mezi lidmi méně podezřívavosti, méně zbabělosti a více lidé drželi při sobě. Všichni lidé si vzájemně pomáhali, aby by našli ubytování. Svět dělníků byl velmi sevřený, velmi solidární. Museli se často první měsíc obejít bez výplaty a všichni takovým lidem pomáhali, což už dneska vůbec není. Tehdy nebyl takový sociální režim jako dneska, ale byla solidarita. Vlastně už bych měl být v důchodu, protože jsem hodně přispíval do sociálního systému, ale protože jsem pracoval v rodině, tak moje pracovní výkazy nejsou v souladu se současnými formálními požadavky. Takže nemám na důchod právo, protože nemohu prokázat, že jsem pracoval, dokonce, že jsem pracoval velmi mladý. Že u nás se pracuje na statku, všichni pracují, dokonce i když člověk studuje. Mám bratrance, který se stal učitelem a když si dělal učitelský kurz, tak pracoval a dokonce, když už se stal učitelem, tak pořád přijížděl pomáhat rodině pracovat. První řemeslo, které jsem se naučil, bylo truhlářství a svůj první kus nábytku jsem zhotovil v 11 letech. Byla to taková vysoká skříň. Ve francouzštině se jí říká homme debout. A dělal jsem ji úplně sám. Pracoval jsem s tovaryši a těm se vůbec nelíbilo, že při zaměstnání studuji. Zvláště studium matematiky se jim nelíbilo a bylo to příliš abstraktní a jednou mi nabídli, abych vstoupil do jednoho řádu tovaryšů. V Francii jsou 3 řády tovaryšů. Představili mě řádu, já už jsem s tovaryši pracoval, ale oni po mně chtěli, abych přestoupil ke katolicismu. Ale to pro mě nepřipadlo v úvahu, takže jsem nemohl vstoupit do řádu. Přestože jsem pracoval na několika staveništích s tovaryši.
Zvláště v roce 68, a to nemělo nic společného s politickými událostmi v Paříži, v Marseille, v Montpellieru. Byl to jeden hrad nebo zámek, který vyhořel a pozval mě tam příbuzný, který se věnoval rekonstrukci historických budov a který pracoval na tom hradu. Byl jsem tam s Compagnon de Devoir, to jsou tovaryši povinnosti. A oni rádi dopředli. Jeden tam pozval svého bratra, který byl tovaryšem kuchařem, aby pro všechny vařil, ale potřeboval pomoc a já už jsem předtím vařil v naší malé rodinné restauraci. Potřebovali tedy pomoc, aby nakrmili celé staveniště. To jsou věci, které se už dneska nevidí. Já řekl, beru to. Takže přestože jsem tam měl dělat truhláře, tak jsem tam měsíc vařil. A ten kuchař mi ukázal mnoho věcí, které mi později hodně pomohly. Protože jsem 3 roky pracoval v restauraci. To bylo jedno zaměstnání, která mi pomáhala vydělávat si na studia. Řídil jsem asociativní restauraci. To jsou všechno věci, které nejsou běžné. Lidé ve Francii nebyli takto vychováváni. Mnozí lidem původem z Alp, z Pyrenejí, z centrálního masivu mají život podobný mému. Je to takový způsob života horalů. Lidé, kteří byli izolovaní, kteří se naučili několik řemesel, aby se z toho dostali, spoustu drobných zaměstnání. Dneska je to často turismus a sport. Dokázal se dostat z nesnází pomocí mnoha drobných zaměstnání. Trošku jet pracovat do Paříže, potom se zase vrátit. Někteří lidé ze sousedního departamentu, z Aveyronu, odjeli do Argentiny, tam založili město Pigue. Můžeš to snadno najít na mapě. A tak trošku tam uchovávají okcitánštinu. Co pro vás znamená být okcitáncem? Zaprvé je to dědictví. Nevybral jsem si to, je to vztah mé historii. Často se říká, že okcitánština je jenom mluvený jazyk, ale v naší rodině máme dopisy. Okcitánsky jsme si psali, takže okcitánština nebyla jenom mluvený jazyk. Co je třeba vědět, že za první světové války, když dopis z fronty nebyl psán francouzsky, byl zadržen cenzurou. Vojáci neměli právo psát jinak než francouzsky. Takže vojáci, kteří odešli na frontu, měli na výběr. Buď psát francouzsky, nebo nepsat svým rodinám vůbec. Část mých problémů rodinných vyplývá z toho, že někteří z mé rodiny jsou uprchlíci před vojenskou službou, v tom smyslu, že neuposlouchli povolávacího rozkazu. Například v roce 1940 moji strýcové nenastoupili vojenskou službu, že se nechtěli účastnit války roku 1940. Vzdorovali, neuposlechli rozkaz o služebním přidělení, nechtěli být součástí francouzské armády. To jim způsobilo obrovské problémy, protože za režimu Vichy byli obviněni, že jsou komunisté a po osvobození byli obviněni, že byli proněmečtí. Vůbec po válce bylo mnoho okcitánských nacionalistů obviněno z proněmeckých sympatií, ale to byla lež. Ve skutečnosti jim dělali nepříjemnosti obě strany. Takže být okcitánec je především dědictví. To není volba. Jsem takový, jaký jsem, a pokud chci pokračovat v historii své rodiny, jsem nucený před existující dopisy, psané listiny a pokud ztratím tento jazyk, ztratím rodinnou paměť. Znáte nějaké další lidi, kteří byli takhle pronásledováni? Já nejsem zatrpklý, ale je pravda, že značná část problémů, které mám, vyplývá z historie mé rodiny, zvláště z toho, že někteří členové mé rodiny se postavili proti Francii. Má současná situace je důsledkem starých historií, zvláště procesy, které se odehrávaly během osvobození. Pamětník odpovídá na otázku, jsou takový další pronásledování. Ano, ovšem, ale není to tvrdá perzekuce. Je to taková měkká perzekuce. Není proti mně vedeno žádné trestní stíhání, protože nepokládám bomby nebo něco takového. Ale jsou to takovéhle drobnosti. Chci třeba od obce rodný list a nedostanu ho. Jsou to jenom takovéhle drobné věci. Ale člověk se ptá, proč je to pravidelné, proč se to opakuje. A já vím, že je to proto, že někteří členové rodiny jsou známí. Zůstávají drobnosti. Aktuálně jsou to hlavně příběhy z druhé světové války. Že někteří členové rodiny, když nejsou považováni za dezertéry, jsou považováni za ty, kteří neuposlechli povolávacího rozkazu. A to působí problémy. A věci vůbec nic nemění, že byli odbojáři. Přihodí se, že se tě zeptají, odkud pocházíš, z čeho pocházíš. A moji dva strýcové, kteří byli protestanti a vždycky si stáli na svém protestantismu, tak měli problémy s komunistickou stranou, protože se jich často ptali, hele, proč si pořád ještě věřící? A z druhé strany se někteří cizí protestanti, že teď na jihu Francie je hodně protestantů ze Strasburku, z Německa a odjinud, tak tito pastoři se ptali, jak je možné, že strýcové jsou komunisty. A všichni tihle lidé nechápali, jak mohou být okcitánští nacionalisté. Ti strýcové byli prostě na hranici 3 zdánlivě neslučitelných směrů. Po velmi dlouhou dobu francouzská komunistická strana odmítala, aby její členové vyjadřovali národnostní požadavky. Strýcové nakonec vystoupili z komunistické strany v 90. letech. Jeden už je mrtvý, a druhý už je hodně starý. Oni vždycky odmítali rezignovat na některou část své osobnosti. Oni nemohli postoupit v aparátu komunistické strany výš. Byli drženi dole. Oni to nedělali pro kariéru, byli tam z přesvědčení, ale přesto prostě nepustili nahoru. A podobně měl jsem ještě jednoho dalšího strýce, ten byl na poště výběrčí. Ten udělal všechno pro to, aby mohl postupit v administrativě výš, ale jednoho dne narazil na strop, a to proto, že pocházel z velmi specifické rodiny. Zatímco skuteční kolaboranti velmi dobře uspěli. Není to persekuce v klasickém slova smyslu. Můžu žít, můžu jíst,
Kdybych měl víc peněz, měl bych i byt. Když potřebuji nějaký papír, nějakou službu, nedostanu to. To je také důvod, proč jsem přišel do Montpellieru. Žít v mém kraji bylo obtížné. V Paříži jsem žil poklidně. Lidé se tam neznají. A to je někdy dobře, být neznámý. Zapomene se. Je suis né, je suis sorti d'une autre langue, disons, je suis sorti d'un Gévaudan. Je suis du Gévaudan. C'est dans le sud de la France, de l'État français. C'est une région qui est occitane. Je n'ai pas parlé français avant l'âge de mes 8 ans. Je suis né donc au milieu du siècle dernier. Ma famille a plusieurs métiers. Entre autres, nous avions un café à Paris, comme beaucoup de gens du Massif central, puisque en français, la région montagneuse qui est entre les Alpes et les Pyrénées se dit le Massif central. Chez nous, on ne dit pas comme ça, on dit la montagne, tout simplement. Et le premier grand événement historique dont je me rappelle, c'est le massacre de Charonne. C'était dans les années 60, à la fin de la guerre d'Algérie. Nous avions un café qui était juste à côté de la station de métro Charonne. Et nous avions beaucoup de clients qui étaient originaires du sud de la France. Et dans notre café, nous ne parlions pas français. Enfin, beaucoup de nos clients nous parlaient en occitan, que ce soit des instits, des ouvriers, des artisans. Nos clients représentaient l'ensemble de l'arc méditerranéen, disons de Toulouse jusqu'à Marseille, quoi. Et j'étais pas très vieux, mais je me rappelle très bien des grandes manifestations et de la grande manifestation où les gens se sont fait tuer dans le métro à la station Charonne. Nous étions disons à 200 mètres de la station. Et on avions tout fermé, nous avions conservé, nous avions fait venir nous avions fermé les rideaux de la boutique pour abriter des manifestants et des clients habitués, mais qui étaient pourchassés par la police. Voilà. J'étais très jeune, mais je m'en souviens très bien. C'est le premier grand événement dont je me souviens. Ensuite, le deuxième événement pour moi, ça a été mai 68. Et nous étions dans un quartier de Paris où il y avait beaucoup d'artisans. Et entre autres, il y avait un fourreur juif dont le grand garçon était étudiant. Moi, j'étais encore à la petite école. J'étais pas encore entré au lycée. Et il partait sur les barricades. Et à chaque fois qu'il partait sur les barricades, sa maman lui faisait un baiser sur le front. Et chez moi, ça se fait pas. En fait, je suis originaire d'une famille protestante du Midi. Et chez nous, ce genre de manifestation, d'affection, ça ne se fait pas. Et j'étais toujours très intégré. Et donc un jour, j'ai voulu aller sur les barricades avec lui. Et chez nous, nous n'avions pas de drapeau rouge, ça se faisait pas. Mais on avait un drapeau occitan. Et donc, j'avais à peu près 11 ans. J'avais 10 ans et demi, pas tout à fait 11 ans. Et j'ai donc été sur les barricades de mai 68. Et le seul drapeau rouge que j'avais, c'est le drapeau occitan. Donc je suis allé sur les barricades en 68 avec le drapeau occitan. Et j'étais un des plus jeunes manifestants. Et à la rentrée qui a suivi, dans les classes, dans les premières classes de collège, il y avait de lycée, il y avait des délégués de classe. Et j'étais un des premiers délégués de classe. Voilà. Parce que bien sûr, tous les enfants du quartier, à l'époque, il n'y avait pas trop de voitures à Paris. Et il y avait beaucoup de gens du Midi. Et tout le monde, en Midi, savait que j'avais été sur les barricades. Donc j'étais très célèbre parce que j'avais été sur les barricades avant même d'être au lycée. J'étais encore à l'école primaire. Can I maybe ask you at this point, was it just because you were a little boy at the time? Was it just that you saw other people and you want to join, or you already truly knew what you were doing, that you manifested your Occitan? Non, je pense que c'était juste de la curiosité. Je voulais voir ce que c'était, et puis j'étais très intrigué par mon voisin qui avait 18 ans et qui était si admiré par sa mère et qui lui montrait, et j'ai voulu aller sur les barricades avec lui.
C'était vraiment, c'était en partie politique parce que j'étais très très avancé, mais en même temps c'était aussi de la curiosité. Uh-huh. Thank you very Ouais. much. J'ai participé après à tout le mouvement politique de l'après 68. En gros, j'étais un petit frère et j'ai été dans diverses organisations. J'ai voulu rentrer au PC. Le PC m'a refusé parce que j'étais trop jeune. Et donc, j'ai tourné autour de plusieurs organisations de gauche et d'extrême gauche et je suis arrivé dans les organisations maoïstes. Et dans les organisations maoïstes, j'ai re-rencontré des gens qui étaient des occitanistes convaincus, puisque souvent on les retrouvait là. Et je suis revenu dans les organisations occitanistes à partir de là, en fait. Voilà. Continue. Ouais. Et c'est une période qui a duré jusque dans les années 80, donc ça fait déjà fort longtemps. Beaucoup de ces projets ont donné peu de fruits. Disons qu'à partir des années 80, je me suis beaucoup lancé dans le travail et que je n'ai plus tout le temps de militer. Et voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans mon quartier, il y avait donc beaucoup de gens du Midi. Et parmi ces gens, il y avait certains qui étaient plus actifs que d'autres, en particulier dans le sens du maintien des traditions. Et que ma famille, elle avait un petit peu perdu les traditions. Mais que ces traditions avaient été un peu, disons, renouvelées et ressuscitées par d'autres personnes, d'autres commerçants du quartier qui étaient très mainteneurs, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire avec un petit côté folklorique, que d'ailleurs je n'aimais pas du tout. Je n'ai jamais aimé ce petit côté folklorique que l'on peut voir dans certains mouvements régionalistes. Voilà. Et en fait, avant d'arriver à Paris, j'ai fait mes toutes petites classes, je les ai faites dans mon pays. Quand je suis arrivé à Paris, c'est la première fois où j'ai appris à vraiment parler français, puisqu'avant je parlais pas français. Et quand je raconte ça, les gens ne me croient pas, parce que ils se disent qu'en 68, c'est pas possible. Tout le monde savait parler français. Ben non, chez moi, on parlait pas français. Voilà. Et à ce propos, j'ai une anecdote, c'est que en 68, il n'y avait pas la télé. Nous habitons en montagne, il n'y avait pas de télévision en montagne, il n'y avait pas de relais pour transmettre la télévision. Et après 68, les dirigeants, tous nos dirigeants ont eu énormément peur. Et comme par enchantement, il y a eu beaucoup d'argent pour mettre la télévision. Et en 70, il y avait moins de 50% de la population qui continuait à parler occitan. Alors que dans mon enfance, personne ne parlait français. Et après, on racontait des histoires comme quoi, bah oui, c'était une langue oubliée, c'était très loin, tout ça. En fait, ça s'est fait très très vite, en quelques années, 2-3 ans, du jour où les télévisions sont arrivées, où d'abord il y a eu une télévision dans un café, donc les gens ils allaient au café pour la télévision, puis après ils ont pu en acheter eux-mêmes. La langue, elle a très vite reculé dans l'espace public. Pas dans les maisons, pas entre les gens, pas avec les parents, mais dans les cafés, tout ça, dans les boutiques, la langue a énormément reculé. Et Paris, c'était une autre histoire, parce que les gens qui étaient à Paris, la langue, c'était leur lien avec le pays. Donc souvent, ce qu'on appelait les Parisiens, c'est-à-dire les gens qui avaient souvent monté des commerces, des artisans bourreliers, des cafés, des restaurants, des plombiers qui allaient travailler à Paris, eux, ils gardaient la langue parce que c'est leur attache avec le pays, souvent. Et ils étaient beaucoup plus mainteneurs que les gens qui étaient restés à la montagne comme paysans ou comme des autres métiers, le peu de métiers qu'il peut y avoir à la montagne, parce que c'est pas très varié. Voilà, donc mes deux premiers événements historiques, c'est effectivement la manifestation de Charonne, dont tu retrouveras certainement les traces,
Lui, on était à 200 mètres du métro Charonne et puis mai 68 pour moi ensuite. Et dans ma famille, il y a des catholiques et il y a des protestants. Il y a même quelques autres religions qui sont venues, qui sont venues par les mariages. Par exemple, j'ai un oncle par alliance qui est d'origine yougoslave. Uh-huh. Ouais. Mais sinon, en général, un de mes oncles qui est catholique est un écrivain de Languedoc, mais j'aimerais mieux ne pas citer son nom. Et j'ai appris l'occitan de manière, disons, correcte, c'est-à-dire pas seulement en parlant avec mes parents, avec lui, mais c'était une forme de chantage. Il fallait que, pour m'apprendre l'occitan, il espérait me voir rejoindre la religion catholique. Et je n'arrêtais pas dans ces cours qu'il me donnait d'entendre des grosses, enfin une sorte de, comment dirais-je, il n'arrêtait pas de médire sur la vision du monde chez les protestants. Et en fait, moi, pour avoir des cours et pour lire avec lui, pour apprendre avec lui, pour écrire avec lui, j'arrêtais pas de lui faire croire qu'un jour peut-être je serais catholique, alors que j'en ai jamais eu l'intention. Et je dirais même que d'une certaine manière, je suis devenu athée. Et chez nous, nous avons un proverbe, on dit sui pas ni aso ni neshi. Alors aso, c'est un jeu de mots avec les initiales A, C. Parce qu'avant, on appelait Ancient Catholics les gens qui n'avaient jamais quitté la religion catholique. Et Neshi, c'est un jeu de mots avec NC, c'est Nobles Convertits, c'est les gens qu'on avait forcés à se reconvertir au catholicisme, mais qui continuaient à pratiquer en cachette qui avaient les pratiques protestantes en cachette. C'était une sorte de baranisme. Et personne n'était dupe. On savait bien que c'était des faux. Donc on les appelait les Neshi. Et être ni Azo ni Neshi, ça veut dire qu'on n'était ni catholique ni protestant. On était voilà. En occitan, un Azo, c'est un âne. Et un Neshi, c'est un fou, c'est un simple d'esprit. Voilà. Et j'ai vu quelques élections aussi dans mon pays, parce que mon oncle étant cet oncle étant très actif dans le milieu politique local. Et je me rappelle quand j'étais petit une rencontre. J'étais déjà au lycée à Paris, mais tous les ans je venais 2 fois par an au pays, une fois en hiver, je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure, et une fois en été. Et on est donc allé voir quelqu'un qui est devenu un membre politique connu en France, et qui lui demandait comment la langue occitane se portait. Et il racontait que les gens ils savaient plus parler, que bientôt ils oublieraient l'occitan parce que, par exemple, ils disaient plus loup Sartre pour dire le tailleur, mais ils disaient loup taillour. Et c'était un exemple pour lui que la langue périclitait. Sauf ce qu'il oubliait de dire, c'est qu'il usait de toute son influence pour introduire des mots français en occitan en disant aux gens que c'était ça le bon occitan. C'est-à-dire que quand il y avait un paysan qui aurait employé Sartre, il disait non, ça c'est pas du vrai occitan. Le vrai occitan c'est taillour. Et après, il pouvait se vanter que les gens perdaient la langue. Alors qu'il mettait toute son influence à répandre des faux mots, des fausses expressions, souvent copiées du français, pour pouvoir dire après, mais regardez, ils perdent la langue. Donc en fait, il était, comment dirais-je, il avait une langue de serpent. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et je l'observais beaucoup, ça m'avait beaucoup marqué. Voilà. Et cette fois-là, cette personnalité politique avait d'ailleurs été élue. C'était la première élection. Elle est devenue plus tard le président du conseil régional du Languedoc. Et voilà, c'était sa première élection à un petit poste. Voilà. Et mon oncle faisait ça un peu était un de ses idéologues. Voilà. Et donc j'ai une partie de ma famille qui est protestante, donc, et qui en général est communiste, puisque chez moi les protestants sont communistes.
Et, ce qui étonne toujours les gens qui viennent d'ailleurs. Parce que quelque part, les gens ne se rappellent protestantisme égale l'invention du capitalisme. Et j'ai de la famille qui est partie ailleurs pour dire de raison, qui est exilée. J'ai de la famille aux États-Unis, j'ai de la famille en Suisse, j'ai de la famille en Afrique du Sud, dans la partie protestante. Et quand les gens viennent, si tu veux, en Ardèche, dans le nord du Gard et en Aveyron, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de visiteurs en fait. Les visiteurs, ce sont d'anciens, de gens dont la famille est originaire de ces régions-là, mais qui sont partis au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle. Et ils reviennent souvent, on voit les grosses voitures suisses avec les plaques du canton de Vaud, ou les grosses voitures allemandes, ou les grosses voitures, voilà. Et en fait, ce sont souvent des gens qui sont quand même originaires du lieu. Et ils ne comprennent pas comment des protestants peuvent être communistes. C'est le truc, ça leur semble extraordinaire. Voilà. Mais c'est pourtant le cas. À la montagne et en Cévennes, les protestants ont souvent été de très bons communistes. Même si c'était un peu à leur manière à eux. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que dans les années parisiennes, j'avais voulu rentrer au Parti communiste. Pour ça. Je n'y suis jamais rentré. Je n'y suis jamais rentré. Et tout de suite, en fait, j'ai été au contact avec des gens qui en sortaient sur des positions critiques. Voilà. Donc certains sont devenus des groupes maoïstes très connus en France, et je suppose même par les historiens dans le monde. Et événement historique, j'ai vu l'occupation du Larzac. J'ai vu l'occupation du Larzac parce que l'armée était arrivée par une route nationale qui passe chez moi. Et donc, ils envoyaient tout le matériel par cette route. Et un jour, j'ai vu la route complètement... c'était dans les années 71-72. Et j'ai vu la route complètement occupée de camions militaires. Personne ne savait ce que c'était. Et on a mis plus d'une journée à savoir qu'en fait, ils allaient occuper une partie du Larzac. Et... à l'époque, je travaillais, puisqu'en été, je travaillais toujours. Nous avions, malgré que nous ayons un café à Paris, nous avions toujours une ferme en montagne, avec des membres de notre famille qui nous aidaient à la tenir en hiver, et nous, on venait faire les travaux en été. Et on faisait partie comme beaucoup de gens à l'époque ils ne vendaient pas les fermes, ils les gardaient en fait. Ils les gardaient, et en été, ils faisaient double boulot en fait, ils faisaient double travail. Il y avait le travail qu'ils avaient en exil. Alors, ça pouvait être à Marseille, à Toulouse ou à Paris. Et puis, ils gardaient le travail à la montagne quand même. Et moi, j'étais sur la route et on a vu ces énormes colonnes arriver. Et quelques jours après, on savait que c'était l'occupation du Larzac. Voilà. Ça, c'est un autre événement dont je me rappelle. Et après, effectivement, j'ai participé au comité Larzac pendant longtemps. Jusqu'en 80. C'est à peu près jusqu'en 80 quand Mitterrand a renoncé à l'occupation du camp, et c'est à peu près mes derniers actes militants, puisque après, comme je t'expliquais, je me suis un peu lancé dans le travail et je n'ai plus trop milité. Voilà. Grands événements historiques, c'est un peu cela. Et ce que je racontais souvent à Jean, c'était le côté... ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était l'arrivée de la télévision. Ça a été pour moi, parce que on était des gens reculés, on nous prenait vraiment pour des attardés. Et il y avait eu de la part des élus et du personnel politique, il y a eu beaucoup de demandes pour faire construire des émetteurs, pour que la télévision arrive dans les foyers. Et la France, en général, s'en foutait. C'était pas très important que la télévision arrive pour aller arroser quelques vallées en montagne de gens plus ou moins arriérés qui parlaient même pas français, tout ça. Mais je te dis, après 68, ils ont eu tellement peur qu'on a eu la télé. En moins d'un an, il y a eu la télévision. Ils ont fait tous les travaux. Ils ont fait des relais sur des pics. Ils ont fait des travaux extraordinaires pour qu'il y ait la télévision partout.
May I maybe ask you, if you see the television now, do you still think that's important, or do you think now the decline in the programs and in the information that you Ah, can see? je ne regarde pas trop la télévision. J'ai pas été élevé avec et je la regarde pas trop. Mais oui, chez moi, enfin, ma mère par exemple s'est mise à beaucoup regarder la télévision par exemple. Nous étions à Paris, nous étions dans un petit café, on avait un tout petit café de quartier et nous avions des clients algériens. Et certains clients algériens nous parlaient en occitan. Parce que nous vendions du charbon aussi. Nous ne faisions pas que le café, on faisait la cordonnerie, la réparation de chaussures, et puis aussi la vente de charbon et de bois et voilà, et d'alcool, de vin et d'alcool à emporter aussi. Et puis le restaurant. Enfin, c'est pas un restaurant au sens gastronomique du terme, c'était plutôt un restaurant-cantine pour les ouvriers du quartier. Parce qu'avant 68, dans Paris, il y avait beaucoup d'usines. Les gens, ils ont oublié ça. Paris est devenu une ville, comme on dit maintenant, bobo, une ville d'habitation avec des musées, tout ça, mais en fait, il y avait beaucoup d'usines. Il y avait l'équivalent de la petite industrie chinoise qu'on voit partout dans le sud-est asiatique, c'est-à-dire des petits ateliers qui font des pièces. C'était exactement pareil à Paris. Et il y avait des ateliers avec 2 personnes. Ils achetaient une machine, par exemple une tourneuse ou une fraiseuse, et ils travaillaient pour leur ancien patron, qui lui avait 20 ouvriers, donc c'était déjà un gros. Et lui-même travaillait pour une autre entreprise plus grande. Et en fait, il y avait des ateliers dans toutes les arrière-cours, dans toutes les rues, il y avait des ateliers de mécanique, de tapisserie, de menuiserie, tout ça. Et donc nous, on faisait cantine pour ces gens-là. Et il y avait on faisait 2 genres de prestations. Soit ils venaient avec leur gamelle le matin, très, très de bonne heure, et ma grand-mère connaissait les heures de sortie de tout le monde. Donc elle mettait les gamelles sur le feu, on avait un grand piano de cuisine, elle mettait les gamelles sur le feu pour que chacun ait sa gamelle chaude quand il sortait du travail à midi, et les gens nous payaient la place, ils nous payaient l'assiette, sur le siège et l'assiette, et puis souvent le verre de vin. Et puis il y a ceux qui venaient manger. Et à ce moment, on faisait la cuisine. On faisait des plats souvent très simples. Et j'ai retrouvé ça un peu dans les années 90. J'ai retrouvé ça un peu dans la banlieue de Barcelone, un peu dans l'ancienne banlieue industrielle de Barcelone, des petites tavernes où on fait des plats très simples, des omelettes, mais les œufs étaient bons, et puis des produits du pays, puisqu'on faisait venir des produits du pays. Et c'était même moi qui en étais chargé, puisque à l'époque, ce n'est plus possible aujourd'hui, mais la SNCF, donc la Société de chemin de fer, autorisait les gens à amener une malle complète de nourriture. C'était en fait une vieille tradition qui venait du temps où les gens n'avaient pas de voiture et où ils utilisaient le train. Et tous les ans à Noël, avant Noël, j'allais au pays et mes oncles, ils avaient préparé des caisses de nourriture que je ramenais, et c'est avec ça qu'on faisait les repas. Aujourd'hui, en France, ça serait plus possible parce que ça serait plus les normes d'hygiène, ça serait plus le cadrage européen. Mais à l'époque, ça se faisait. Donc, en fait, les gens, ils avaient accès à des sandwichs ou à des plats qui étaient vraiment très très bons. Ils avaient vraiment des vrais champignons du pays, ils avaient vraiment du vrai jambon, du vrai saucisson, ils avaient des trucs très très bons. Et c'était pas cher. C'était vraiment pas cher. Et à cette époque aussi, juste avant 68, parce qu'en 68, il y a eu quelque chose de particulier qui est un événement historique. Il y a eu un discours de Gaulle juste avant qu'il démissionne, qui était le fait qu'il avait entendu la réclamation que Paris soit plus propre, qu'il y ait moins de fumée. Et il a institué quelque chose qui s'est appelé la décentralisation, qui consistait à faire partir les usines. En fait, beaucoup de gens étaient intéressés par ça parce que les usines, une fois parties, cela faisait beaucoup de terrain à construire. Parce qu'il fallait casser des usines puis construire des immeubles. Donc il y avait un intérêt économique pour certains.
Et donc juste avant la décentralisation, donc juste quand les usines étaient encore là, souvent les gens arrivaient, ils n'avaient pas de travail, et c'était une rue où il y avait plein de cafés. Donc ils venaient dans les cafés, ils demandaient, vous connaissez pas un appartement, vous connaissez pas un travail. Et souvent chez moi, ma grand-mère les faisait pas payer. C'est-à-dire les gens qui venaient, qui n'avaient pas de travail, ils ne payaient pas. Et ils mangeaient gratuitement, ils buvaient gratuitement. Et c'est même arrivé, quand ils ne trouvaient pas de quoi se loger, parce qu'ils n'avaient vraiment rien, qu'ils dorment dans le café. On terminait le travail à peu près à 1h du matin, et on ouvrait à 5h du matin. Donc ça permettait aux gens de dormir 4 heures. Il fallait qu'ils dorment sur une table ou sur une banquette, et on autorisait ça. Maintenant, ça ne serait plus possible. Avec les lois, on ne pourrait plus héberger quelqu'un comme ça. Mais à l'époque, ça se faisait. Et souvent, ces personnes, elles trouvaient du travail dans la semaine. Et dans la semaine, elles trouvaient un travail, et elles trouvaient ce qu'on appelait des hôtels au mois. C'était des habitations où il n'y avait pas besoin d'un contrat pour rentrer, et on payait au mois. Et en général, au bout du premier mois, ils avaient leur paye, et tout fiers, ils venaient donner quelque chose parce qu'on les avait aidés à démarrer. Et dans la rue, il y avait une dizaine d'entreprises, sans compter les artisans. Donc c'était facile de trouver du travail. Et il n'y avait pas encore, le confort qu'on appelle moderne. C'est-à-dire il n'y avait pas l'eau courante dans toutes les maisons. Par exemple, avec ma mère, nous avions une chambre qui était à côté du café. Nous n'avions pas l'eau courante. Nous n'avions pas de chauffage. Et beaucoup d'ouvriers du quartier étaient dans le même cas que nous. Ils n'avaient pas forcément l'eau courante. Il y avait l'eau sur le palier. Et les toilettes étaient dans la cour, par exemple. Donc il fallait descendre aux toilettes en pleine nuit, même quand il faisait froid. Et juste après 68, il y a eu les premiers ouvriers des usines qui étaient encore là, qui n'étaient pas encore partis, qui ont eu des logements dans les premiers grands ensembles qui ont été construits en périphérie de Paris. Et se poser la question de savoir comment ils venaient travailler. Et pendant cette espèce de temps intermédiaire entre les gens qui habitaient à l'extérieur de Paris, et puis il y avait encore des usines dans Paris, les entreprises du quartier avaient mis au point un service de navette. Et en même temps, c'était aussi un moyen de contrôler les ouvriers quand ils sortaient. Parce qu'il y avait des cafés où ils allaient pour discuter, disons, à l'abri des patrons, disons de manière syndicale. Alors que là, comme la navette les prenait, elle les ramenait directement en banlieue. Et donc, ils ne pouvaient plus aller au café, ils ne pouvaient plus discuter, ils ne pouvaient plus se passer des mots d'ordre, ils étaient vraiment... Voilà. Et beaucoup ont commencé à vouloir acheter des voitures, un peu à cause de ça, parce qu'ils estimaient être trop contrôlés quand ils étaient ramenés par la navette chez eux. Et en fait, ça a duré pas longtemps, parce qu'en l'espace de 4 à 5 ans, toutes les usines sont parties. Voilà. Ça, c'est un événement économique moins connu, parce que beaucoup de gens ne se rappellent pas de ce discours de Gaulle sur la décentralisation, et les gens ne s'en rappellent pas parce qu'en fait, juste après, il y a eu le référendum, juste après 68, que De Gaulle a perdu et où il a démissionné. Donc on se rappelle de ça, on ne se rappelle pas de ce qu'il a fait juste avant. Voilà. Pourtant, pour la géographie de Paris aujourd'hui, c'est très important, parce que c'est là où tout le milieu du petit artisanat parisien a périclité. Parce qu'autour de ces usines, il y avait des rues qui étaient dédiées à la menuiserie, par exemple, qui étaient dédiées aux meubles, qui existent toujours. On voit, mais c'est des magasins maintenant, ce ne sont plus des ateliers. Et, des ateliers de photo, de réparation, de fabrication d'appareils photo. Il y avait, c'était vraiment très actif. Il y avait des ateliers de chaussures. Maintenant, c'est les gens en général savent ce que c'est la haute couture. Ils voient ce que c'est la haute couture, mais en fait, ils ne savent pas ce que c'est la haute couture. La haute couture, c'est un syndicat. C'est un syndicat dans lequel on rentre par cooptation. Et s'il y a haute couture, c'est qu'avant, il y avait la moyenne couture et il y avait la petite couture. Et ce n'est pas la qualité des habits qui fait la différence, c'était la clientèle, la chalandise. Ça veut dire que quand tu étais petite couture, tu avais une clientèle locale, avec éventuellement une partie de ta clientèle qui venait de plus loin. Quand tu étais moyenne couture, tu avais une clientèle qui était, disons, départementale, au sens français du terme, et puis tu avais une clientèle qui pouvait venir des grandes villes, enfin de la région. Et quand tu étais haute couture, c'est que tu avais une clientèle
au sens hexagonal français, national, mais que tu pouvais avoir une clientèle internationale. Et à chaque fois, c'était des syndicats. Et donc, il y avait dans les quartiers, quelque chose qui paraît extraordinaire, il y avait des maisons de couture. Même si c'était des maisons de petite couture, c'est des maisons de couture. Ça veut dire que les gens allaient se faire faire... Il y avait des tailleurs, et les gens allaient se faire faire des costumes pour les hommes, des robes pour les femmes, ou des pelisses et des manteaux de fourrure pour les gens un peu plus fortunés, dans des maisons qui souvent avaient un savoir-faire qui était pas négligeable. Et souvent, il y a eu beaucoup d'immigrés dans ce milieu-là. Il y a eu beaucoup de juifs originaires d'Europe de l'Est et beaucoup d'Arméniens. Par exemple, à la limite du 11e et du 20e, autour de Charonne, il y avait beaucoup d'Arméniens et qui étaient en particulier dans la chaussure. Et moi, en classe, j'avais plein de petits amis qui étaient arméniens. Et j'avais d'ailleurs commencé à apprendre l'arménien. Et un de ses amis arméniens était un fanat de vélo, de cyclisme. Et il voulait absolument que je vienne faire du vélo avec lui. Et à l'époque, nous étions dans un quartier vraiment dans un des collèges les plus pauvres du 20e arrondissement, puisque Charonne, c'est juste à côté du 20e. C'est le 11e, mais c'est juste à côté du 20e. Et nous étions dans des collèges les plus pauvres. Maintenant, ça serait comme si on était dans un collège de banlieue. Et il y a eu des recrutements des clubs de sport avec des licences offertes. Et il a voulu absolument que je vienne faire du vélo avec lui. Et à l'époque aussi, c'était interdit pour les jeunes garçons de faire du vélo de route. On ne pouvait faire que du vélo de piste. Tu sais, quand on tourne sur une piste. Et je suis resté à peu près 1 an dans ce club. Et j'en suis parti quand ils ont voulu absolument me faire avaler des produits que je ne maîtrisais pas. Ça veut dire que j'étais assez bon. Et un jour, ils ont voulu absolument que je boive une boisson magique pour faire une course. Et j'ai refusé, ça leur a pas plu. Et les dirigeants du club m'ont quasiment tabassé. Pour que j'arrive à... Ils me tenaient, ils m'avaient attaché, ils voulaient me faire boire de force. Et j'ai refusé. Et du coup, ils m'ont viré du club. Parce que j'obéissais pas comme il fallait. Et l'ami arménien, comme c'est lui qui m'a fait venir, il a été viré aussi. Il était extrêmement malheureux de ne plus pouvoir faire de vélo. Et en fait, il voulait me doper. À l'époque, c'était des produits assez dangereux. Et ça avait fait tout un scandale. Alors, c'est pas vraiment un événement historique, mais disons que 20 ou 30 ans plus tard, il y a des affaires de dopage qui sont révélées dans le milieu du cyclisme. Mais en fait, il y a toujours eu ça, c'était très ancien et c'est très dur de résister. Et moi, j'ai résisté parce que je viens d'une famille un peu particulière et que voilà, on est une famille de résistants. Dans ma famille, il y a plusieurs fondateurs du Parti nationaliste occitan. J'ai un grand-oncle, un très grand-oncle, plusieurs générations qui a été pasteur et qui a fait partie des pasteurs qui ont été envoyés à Genève parce qu'ils n'étaient pas protestants de la bonne manière. Et donc il fallait les recadrer, il fallait les mettre... donc ils ont été mis en résidence à Genève pour qu'on leur réapprenne ce que c'était vraiment le protestantisme, parce que la manière dont ils faisaient, c'était pas normal, quoi. C'était pas des protestants normaux. Et ils sont revenus. Un des deux n'était plus pasteur après, il avait démissionné, mais ils n'ont jamais renoncé à la manière de vivre leur foi à eux qui était différente. J'ai une petite anecdote parisienne aussi, c'est justement qui a lieu à ça, c'est ma grand-mère était très très pieuse. Et pour elle, tous les hommes sont égaux. Tous les hommes étaient égaux. Je te dis, on pouvait manger gratuitement dans mon café. Les gens qui n'avaient pas d'argent, ils mangeaient gratuitement. Et il n'y avait pas de temple dans le quartier où on était. Il y avait beaucoup de catholiques, il n'y avait pas de temple. Et elle, tenant un café, elle n'avait pas le temps de se déplacer, elle travaillait toute la journée, elle n'avait pas le temps d'aller quelque part. Et un jour, elle a voulu aller prier dans une église catholique qui était juste à côté. Et elle a été mise dehors à coups de pied. Elle ne comprenait pas parce qu'elle était très sincère. Voilà, elle avait une foi sincère. Voilà.
Chez les catholiques, on a un mot, ça s'appelle ça la foi du charbonnier. C'est-à-dire, c'est une foi très simple, en fait. Et elle comprenait pas pourquoi on l'avait chassée, parce que pour elle, c'était pas faire le mal, c'était simplement, elle voulait un lieu où se recueillir, même si elle n'était pas de la même religion, elle n'avait pas ni haine, ni ressentiment. Et il m'est arrivé la même chose, à peu près une dizaine d'années plus tard. Il y avait une église à côté, dans la rue de Charonne, une église qui n'existe plus. C'est devenu un grand ensemble avec des locaux associatifs. Donc cette église se retrouve. Et il y a eu un Noël provençal. Et ma mère voulait absolument que j'aille pour que je vois ce que c'était une crèche provençale. Parce que nous, on ne fêtait pas Noël. Alors, on ne fêtait jamais Noël. Voilà. Donc elle voulait quand même que je vois, parce que elle était tiraillée, parce que ça faisait partie quand même de la culture du Midi. Alors elle voulait que je sache ce que c'était, même si nous on le fêtait pas. Et cette église avait une crypte, c'est une église assez ancienne, et où certaines personnes que l'on connaissait dans la rue avaient fait une crèche provençale. Et quand on y a été, avec ma mère, ça a été pareil, puisque le curé savait qu'on n'était pas catholique, on a été expulsés de l'église, aussi pareil. Ça veut dire que, bien que certains de nos amis aient fait participé à cette crèche provençale, nous n'avions pas le droit de rester parce que nous étions protestants. Et qu'on n'avait pas le droit, voilà. Et bien qu'étant du Midi, et bien que parlant la langue des gens qui avaient fait la crèche. Parce qu'en fait, les gens qui avaient fait la crèche, c'était souvent d'autres commerçants. Il y avait un fleuriste, il y avait un bourrelier qui était du Midi, mais qui était catholique, et qu'on connaissait bien, c'était nos clients. Ils venaient boire du café, ça ne posait aucun problème. Voilà. Mais c'est le curé qui était le fauteur de guerre et le fauteur de violence, puisque nous, on s'entendait bien. Et dans le même ordre d'idée, la première année où j'ai été à l'école, alors j'avais eu un enseignement, et quand je suis rentré à l'école primaire, si tu veux, au pays, à Paris, il y avait des écoles maternelles. C'était le début des écoles maternelles, c'est-à-dire des écoles pour les tout petits. En France, la France a une tradition de scolarisation des tout petits. À la montagne, il n'y avait pas d'école maternelle, parce que c'était trop loin. Mais comme j'ai été enseigné à la maison, quand je suis rentré à l'école, je savais lire, écrire. Je ne parlais pas bien français, mais je savais faire pas 4 opérations, mais 5 opérations. J'avais même extraire les racines carrées. Donc à 7 ans, je savais faire les racines carrées. Et la première classe où je suis arrivé, j'avais une médaille. C'est les protestants, ils ont une médaille qu'on appelle la croix de Nîmes. Tu regarderas, tu verras ce que c'est la croix de Nîmes. Et elle ressemble un petit peu à la croix occitane. Et je suis rentré à l'école publique. Et à l'école publique, j'ai eu une institutrice qui était catholique. La première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle me l'a arraché. Parce que je ne devais pas porter ça. Elle avait bien sa croix catholique, mais moi, je n'avais pas le droit. Donc elle me l'a arraché, elle m'avait fait des blessures sur le cou. Et chez moi, ils avaient tendance à pas vouloir se battre, à vouloir faire profil bas et à se taire. Il fallait rien dire. Il fallait endurer et rien dire. C'est un peu pour ça que je suis parti de chez moi, parce que j'en avais un petit peu marre d'endurer, de rien dire. Et voilà. Et je suis resté 1 an avec cette institutrice. La deuxième année, ça a été plus intéressant parce que j'ai eu une autre institutrice qui était originaire de la Corrèze. Tu regarderas sur une carte, c'est aussi une partie du Midi. Elle parlait très bien occitan. Et c'était une cliente de ma grand-mère. Et c'est moi qui la livrais, puisque moi j'aidais forcément. À partir de 10 ans, j'ai commencé à faire la cuisine. Donc je faisais la cuisine pour le restaurant, mais je faisais des petites livraisons. Il y avait beaucoup de gens, ils n'avaient pas de cave pour stocker le charbon ou le bois. Et donc tous les soirs, il fallait leur livrer un peu de charbon ou un peu de bois. C'est moi qui faisais ces petites livraisons après l'école. Et donc je livrais mon institutrice. Et elle profitait à chaque fois que je la livrais. J'avais un cours d'occitan en plus. Et en classe, elle me faisait ce que des chercheurs à Montpellier ont appelé le latin du pauvre. C'est-à-dire que pour mieux apprendre le français, on mettait les phrases en occitan, parce qu'il n'y a pas de confusion possible, par exemple sur les verbes ou les prépositions, des choses comme ça. Ouais, donc ce concept, ça a été appelé le latin du pauvre. Et elle me faisait ça en classe devant tout le monde. Elle me mettait les phrases en occitan devant tout le monde en plein Paris. Et quand je racontais ça à mes cousins qui étaient restés au pays, ils ne voulaient absolument pas me croire. Donc
Voilà, c'est une certaine idée de l'école. C'est pour ça que moi, les débats sur le voile, ça m'a toujours fait un peu sourire, parce qu'en fait, il y a une tradition de non-guerre, de non-belligérance entre l'Église et l'école laïque, mais en fait, ils s'entendent un peu comme deux larrons, et les autres n'ont qu'à bien se tenir. Ça veut dire que d'une certaine manière, les catholiques sont assez bien protégés dans l'école publique. Mais les autres religions, c'est dans ces années-là. Alors, tous les ans, je t'ai expliqué que je travaillais, et je travaillais dehors, je faisais les foins, je m'occupais des bêtes. J'ai accouché ma première vache, j'avais 11 ans. Parce que j'avais des mains très fines, et on disait que j'avais des mains de chirurgien. Et donc, d'ailleurs, un de mes voisins du village, qui avait 6 ans de plus que moi, est devenu chirurgien, est devenu un des chirurgiens français très connus. Beaucoup de gens, en fait, dans ces montagnes, étaient passionnés par l'apprentissage. J'avais un oncle qui travaillait plus, qui aidait la famille, mais qui vivait dans un hangar. Et en fait, il lisait en latin, sans problème. Il y avait une tradition de savoir paysan, mais de savoir pas oral, littéraire. Il lisait Virgile, il lisait voilà. Et donc j'arrivais, j'étais toujours très très bronzé, très noir. J'étais un petit noirot. Et dans cette école primaire où j'ai été jusqu'en 68 quasiment, une année je me suis fait pousser dans l'escalier. On m'a poussé, je suis tombé quasiment de 3 étages. On m'a poussé par-dessus la rambarde parce que j'étais noir. Parce que j'étais noir, j'avais les cheveux crépus, ce qui ne se voit plus maintenant. Et donc j'étais le bougnoul. C'était moi le plus bougnoul de la classe. Et voilà. Et sinon, j'ai été... alors, à l'époque, nous n'avions pas de voiture. Nous n'étions pas assez riches pour avoir une voiture. Nous fonctionnions beaucoup avec le train. Ça serait plus possible aujourd'hui parce que les lignes ont été fermées, le train ne va plus. Les voies existent toujours, mais des fois elles ne marchent qu'en été pour des circuits touristiques. Mais à l'époque, on circulait en train et régulièrement, il y avait des marchandises qui venaient. On recevait des colis de marchandises à Paris et on allait en vacances ou on allait travailler au pays en train. Et à l'époque, le voyage durait 12 heures. Et c'était très très long. C'était très très long. Et j'ai été et la première fois où j'ai été arrêté, c'est parce que dans le train il y avait un petit bébé qui pleurait. J'ai toujours été très proche des enfants et donc je l'ai calmé pendant le voyage. Et en fait, quand on est arrivé à destination, le bébé avait des marques de bleu, mais c'est pas moi qui lui avais donné, c'est sûrement ses parents. Et on m'a accusé moi de l'avoir frappé. Alors qu'en fait, le bébé se portait très très mal. Et j'ai été arrêté par les gendarmes. Et je suis resté 2 jours sur une chaise dans une salle, alors que j'avais que 9 ans. Donc la première fois que j'étais en prison, j'avais 9 ans. Et parce que les gendarmes, qui étaient souvent des gendarmes français, ont été extrêmement mal considérés. Et il fallait vraiment... on était vraiment comme si on était sauvages. On était des sauvages, donc il n'y avait aucune précaution et on n'avait aucune parole. Je pouvais dire que ce bébé, je l'avais calmé toute la nuit, donc c'était ma faute, il fallait que j'aille en prison. Il ne pouvait pas me mettre en prison, donc il m'avait mis dans la salle où il travaillait et je suis resté quasiment au piquet sur une chaise pendant 2 jours. Et c'était une grande gendarmerie de montagne, c'était quasiment une maison fortifiée. Et c'est arrivé aussi que il y a des choses, des fois, des histoires de famille que je connais pas. Parce que les gens ne parlent pas. On est dans un pays où les gens ne parlent pas beaucoup. Et une année aussi, en descendant du train, normalement, les membres de notre famille venaient nous chercher. Alors, je me rappelle avoir fait le trajet entre la gare et ma maison en charrette, mais c'était il y a très 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 longtemps. Et après, ils venaient nous chercher en voiture, en taxi, en tracteur, des fois, ça dépendait des années et qui venait. Et une année, on attendait à la gare, il n'y avait personne qui venait. À la fin, quelqu'un vient et on est rentré au village et sans que je comprenne pourquoi, il y a eu une bagarre générale.
Ça veut dire que chez moi, ils discutent pas. C'est pas comme à Marseille où on fait beaucoup de jurons, s'invectives, on dit je vais te faire ceci. Là, chez moi, ils disent rien, ils sortent les couteaux et ils se mettent dessus. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé cette fois-là. Je ne sais pas pourquoi. Je pourrais pas t'expliquer. Personne n'a jamais voulu me dire pourquoi les gens s'étaient battus. Sauf que les gendarmes sont arrivés pour séparer et je suis retourné en prison et j'avais 11 ans. Alors, je n'avais pas participé du tout, je venais juste d'arriver du train, je ne sais pas pourquoi, et je suis resté en prison encore, une garde à vue qui a duré 2 jours. Et avec d'autres membres, là, ce coup-ci, je n'étais pas tout seul, d'autres membres de ma famille étaient enfermés, vraiment. Et j'ai des oncles qui sont partis en prison à Montpellier, je ne sais toujours pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'on leur reprochait, je ne sais pas pourquoi ils se sont battus, j'en sais rien. Et j'ai essayé de rechercher cette affaire, j'ai rien trouvé. Qu'est-ce qu'il y a ? On était arrivé aux alentours de 68. Après, il est 19h, oui, il est 19h. Qu'est-ce qui est intéressant comme anecdote, il y a ma famille des États-Unis, je ne l'ai vue qu'une fois. Donc j'ai une partie de ma famille, une partie de ma famille avait des biens en Gévaudan, c'est-à-dire en Lozère actuelle. Le Gévaudan, c'est la Lozère actuelle, plus le canton de Saugues, qui a été retiré au Gévaudan, plus quelques endroits qui ont été pris au Gard ou qui ont été pris à l'Hérault pour être ajoutés à la Lozère. En fait, il y a eu la Révolution française a fait un peu des mixages pour casser les anciennes provinces, pour casser leur identité. Et donc, beaucoup de biens de la famille ont été expropriés pour divers titres, soit dans les guerres de religion, soit après pour des actions genre avoir participé à des actions de partis nationalistes. Plusieurs membres de la famille ont vu leurs biens, ils ont été expropriés de leur ferme ou de leur maison, etc. Et j'ai des membres de la famille protestants qu'on a entièrement expropriés de leurs biens et ils sont partis aux États-Unis, au Canada d'abord. Et le Canada, ils sont partis à Québec parce qu'on y parlait français, donc ils pensaient pour parler français. Et en fait, ils n'ont pas pu rester à Québec parce qu'ils étaient protestants. Et à l'époque, c'était dans les années 40, c'était juste après la guerre, on ne pouvait pas être protestant au Québec. Et donc ils sont revenus aux États-Unis et ils sont revenus s'établir sur Détroit, en fait, dans l'industrie automobile. Et cette branche de la famille, je l'ai vue une fois en 69. Ils sont venus après les événements et avec leur niveau de vie américain. Et je me rappelle, ils étaient très fiers de leur niveau de vie, de leur richesse, d'avoir réussi, bien qu'étant ouvriers, ils avaient une bonne paye et tout ça. Et ils sont venus en groupe, le père, la mère, les enfants. Et je n'ai plus de nouvelles, c'est la seule fois que je les ai vus. J'ai une partie de la famille qui est en Afrique du Sud. Et nous nous sommes fâchés avec eux parce que nous n'avions pas la même position politique par rapport à l'apartheid. Donc on a été en correspondance, et puis dans les années 60-70, on s'est fâché à cause de l'apartheid. Voilà. Je n'ai pas de nouvelles non plus. Et le principe, c'est pas parce qu'on a été opprimé en tant que protestant qu'on doit opprimer les autres à notre tour. Ça a toujours été notre position de maison autour de moi. Voilà. Et j'ai été élevé dans cette opinion-là. Donc il y a des membres de la famille que je n'ai pas revus. Et puis, certains de mes oncles pasteurs ont des descendances en Suisse que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues. Et pendant longtemps, je voulais refaire l'arbre généalogique, essayer de ramasser, puis je ne l'ai pas fait. Voilà. Mais il y a toujours des endroits où en Lozère, on me dit « Ah ben ça c'était à nous, ça c'était à nous, ça c'était à nous, cette montagne était à nous, etc. » Voilà. Maybe something about your current life, if you want to share it with me. Qu'est-ce qu'il demandait là? J'ai pas...
quelque chose de la vie, votre vie actuelle. De la vie actuelle, la vie actuelle n'est pas terrible. La vie actuelle, disons, ma vie normale s'est arrêtée il y a une dizaine d'années à peu près. Où j'étais en grosse difficulté financière et donc j'ai perdu un peu tout, appartement, machin, voilà. Ma mère n'est pas encore morte, donc elle a en partie l'usage d'une des maisons familiales. Donc moi je suis à la rue en fait. Je suis à la rue et je n'ai pas il reste des traces. Par exemple, on me refuse certains papiers. Quand Sarkozy est venu au pouvoir, j'ai perdu ma nationalité française. Je ne suis plus français. Parce que je ne peux pas prouver que je suis français alors que je suis languedocien depuis 6 siècles au moins. J'ai des ancêtres connus qui ont... Enfin, en gros, en France, on remonte jusqu'à 500 ans, facilement. Quand on a des ancêtres un peu connus. Mais j'ai perdu ma nationalité française. Au sens de Sarkozy, je ne suis plus français. Donc il y a plein de choses auxquelles j'ai plus droit, par exemple. So you don't have any nationality. Vous n'avez pas. Non. Non. C'est comme ça. J'ai déjà pensé partir. Oui. Oui, la bibliothèque va fermer ses portes. The library. Maybe the last question, because it's the obligatory question for all the people who are being interviewed. What would you say to the people who listen to you, or what is the message for the people? The message for the people. Il y a un dicton qui est très connu, c'est « Cuten la lengua, ten la clau ». Il faut garder sa culture, c'est très important. Il faut garder sa culture, garder ses convictions. Et même si matériellement, ma famille a beaucoup perdu à garder ses convictions, il faut les garder. Sur le travail, alors, sur la période française, je m'en suis aperçu quand j'ai voulu demander le chômage après avoir perdu un emploi. Je me suis aperçu que j'avais perdu la nationalité. On me l'a pas dit, on ne me l'a pas signifié quand je l'ai découvert. Il me pose une question sur ma carrière à l'étranger. Je n'ai pas de carrière à l'étranger. Je n'ai pas eu de boulot à l'étranger, de travail, au sens où je me suis très rarement sorti du territoire revendiqué par la France. J'ai un peu de famille en Catalogne, donc j'ai déjà été en Catalogne. À chaque fois que j'ai été en Catalogne, j'y étais en passant la frontière comme ça, sans papier, parce que j'en ai pas. Et j'ai été une seule fois dans le nord de l'Allemagne. Sinon, je ne suis pas sorti des frontières de France. Et par contre, j'ai travaillé très longtemps pour une grande multinationale américaine qui a licencié aux alentours des années 92 et dont le nom fait 3 lettres, donc on connaît tout de suite la multinationale de laquelle il s'agit. Et vu que je suis informaticien, un de mes métiers c'est informaticien, oui, j'ai toujours, si tu veux, depuis que je suis petit, je suis intéressé par les langues. Et étant intéressé par les langues, d'abord j'ai fait des mathématiques. J'ai fait des mathématiques parce qu'on ne me demandait pas de parler français pour faire des mathématiques. Donc si j'ai fait des maths, c'est parce que les instituteurs puis les profs me notaient correctement en mathématiques et ils ne tenaient pas compte que ma langue d'origine, ce n'était pas le français. Donc j'ai d'abord fait des mathématiques. Et l'intérêt pour le langage, en général, longtemps, j'avais toujours des dictionnaires avec moi. Je regardais des mots. Vient de là, et j'ai fait un cursus de mathématiques et j'ai commencé un cursus de linguistique à la fac. Et en fait, en mélangeant les deux, je suis arrivé à l'informatique. Donc je suis arrivé à... C'est comme ça que je suis devenu informaticien. Et j'ai
Ouais, ouais. Là, en anglais, il y a du lag dans dans les envois. Donc, j'ai travaillé pendant assez longtemps à IBM. Et c'est plutôt depuis que j'ai du mal à retrouver du travail, parce que dans les milieux de l'informatique, on cherche des jeunes. Et en plus, j'ai eu des métiers manuels. J'ai tenu une librairie, par exemple. J'ai été ouvrier aussi. J'ai été ouvrier dans les transports. J'ai été ouvrier. J'ai été menuisier, puisque un des premiers métiers que j'ai appris quand j'étais jeune, avant la cuisine, c'est la menuiserie. Et donc voilà, j'ai eu plein de métiers, parce que ça me gênait pas, moi, ça m'a jamais gêné, les métiers manuels ne m'ont jamais gêné, et j'ai payé une partie de mes études en faisant un vrai travail ouvrier à côté. Pas seulement en allant vendre des hamburgers dans une... De toute façon, ça n'existait pas à l'époque, mais pas en allant vendre, pas en faisant des petits boulots, comme on disait. Et dans les nouveaux emplois auxquels je postule maintenant, on me trouve déjà trop vieux. À l'époque, mais pas en allant vendre, pas en faisant des petits boulots, comme on disait. Et dans les nouveaux emplois auxquels je postule maintenant, on me trouve déjà trop vieux. Et puis en plus, quand on voit que j'ai eu des métiers manuels, en fait, le recrutement ne veut pas de moi parce qu'il a peur que je contamine. Ah, c'est perdu. Donc, on était sur le retrouver du travail dans un pays qui s'appelle la France, quand on est vieux et qu'on a beaucoup d'expérience et qu'on a fait des métiers manuels. Et en fait, ça passe pas parce que dans les entreprises, ils veulent pas quelqu'un qui a eu un métier manuel dans un métier qui est censé... On estime qu'un métier comme... en fait, informaticien, c'est vu comme un métier de bureau. Et on a peur que l'ouvrier contamine le travailleur de bureau moyen et qu'il lui inculque des idées. Voilà. Donc on me dit clairement, vous êtes trop vieux, ça c'est le premier truc qu'on me dit. Et deuxièmement, vous avez été ouvrier, pourquoi vous voulez faire informaticien? J'ai été informaticien. Ah mais oui, mais si vous avez été ouvrier après être informaticien, c'est que vous ne devez pas être bon. Et donc on veut pas de toi. Voilà. Voilà. Et il me pose une question sur les gens qui travaillent et qui dorment dans les voitures. Oui, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dehors. Je ne vois pas à qui il fait allusion dans sa question, mais c'est arrivé, ça arrive à beaucoup en ce moment. En fait, pendant longtemps, j'ai eu un boulot très bien payé. Et j'ai même eu plusieurs boulots en même temps, plusieurs travails en même temps, très bien payés. Et je n'avais pas de logement parce que personne ne voulait me louer. Personne ne voulait me donner un appartement en location. Et ça a à voir avec, pas forcément... ça a à voir avec ma famille et mon nom de famille, si tu veux. Ça a à voir avec l'origine de ma famille. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas te louer parce que tu es ceci ou parce que tu es cela. Et donc tu peux gagner ta vie et être à la rue. Et pendant très longtemps, j'avais plusieurs boulots et je dormais dans l'entreprise où je travaillais d'ailleurs. Je trouvais des moyens pour rester sur place et je rentrais tous les week-ends, toutes les fins de semaine, je rentrais en Lozère pour pouvoir me ressourcer. Parce que quand j'étais à Montpellier, j'étais à la rue, bien que j'ai deux travails en même temps, un la nuit et un en fin de journée. Et j'aurais très bien pu payer un loyer, mais je pouvais pas trouver de logement. Voilà, c'était un peu les questions qui me posaient. Donc à l'époque, j'avais pas de voiture, donc je dormais pas dans une voiture, je dormais plutôt, je trouvais des moyens pour dormir. Mais voilà. C'est pas très anecdotique, c'est plutôt là en ce moment je me demande si je vais réussir à hériter de la maison de famille, parce que je pense qu'il y a des choses en cours qui font que je risque de ne pas en hériter et je risque d'en être dépossédé. Ça c'est... Voilà,
En fait, oui, vas-y, pose la question. Are there many more questions from Jan, or was this the last one? C'est de là, il m'avait posé quelques questions sur la feuille, sur la discrimination des vieux, voilà, actuellement en France. Voilà. Mais tout à l'heure, je te parlais d'un temps où les gens ils arrivaient dans un endroit où il y avait des entreprises et ils cherchaient du travail, ils n'en avaient pas, et dans la semaine ils avaient trouvé du travail. Et il y avait moins de frilosité, ça veut dire que ils trouvaient de l'aide, on les aidait à trouver un logement, tout le monde les aidait, le monde ouvrier était très très soudé, donc on les aidait à trouver un logement, on les aidait à trouver et à passer le premier mois sans salaire, puisque le principe c'était que le premier mois en général tu es sans salaire, donc ils avaient toujours le moyen de trouver des aides. Ce n'est plus le cas du tout. Et à l'époque il n'y avait pas les régimes sociaux qu'il y a maintenant, mais il y avait plus de solidarité. Plus de solidarité. Et un de mes problèmes, je devrais être à la retraite parce que j'ai assez cotisé, mais le fait que j'ai travaillé dans ma famille fait que les déclarations ne sont pas conformes avec les retraites telles qu'on les fait maintenant, et que donc j'y ai pas droit parce que je ne peux pas prouver que j'ai travaillé. Et en plus j'ai travaillé très très jeune, j'ai toujours travaillé chez moi, parce que chez moi tout le monde travaille. Dans une ferme, tout le monde travaille, même quand tu fais des études. Et j'ai un cousin qui est devenu instituteur, même quand il faisait ses cours d'instituteur, il travaillait. Et même après, quand il était instituteur, il venait aider la famille, ça s'est toujours fait comme ça. Le premier métier que j'ai appris, c'est la menuiserie. Le premier métier que j'ai appris, c'est la menuiserie. Et j'ai fait mon premier meuble, qui s'appelle en français un homme debout. Un homme debout, c'est une sorte d'armoire carrée et en hauteur. Je l'ai fait, j'avais 11 ans, tout seul. Et j'ai travaillé avec des compagnons. Et chez moi, ils voyaient pas d'un très bon œil que je fasse des études. Ils voulaient pas que je fasse des études, en particulier de maths, ça leur plaisait pas. C'était trop abstrait, trop... Et à un moment, ils ont voulu que je rentre dans un des... En France, il y a 3 ordres de compagnons. Et on m'a présenté un ordre de compagnons. J'avais déjà travaillé avec des compagnons. Et j'ai pas pu y rentrer parce que pareil, je n'étais pas catholique. Et qu'ils voulaient que je me convertisse pour rentrer. Et j'ai dit, c'est hors de question. Et voilà. J'ai quand même fait quelques chantiers avec des compagnons, en particulier en 68, tu chercheras, ça n'a rien à voir avec les événements de Paris, de Marseille, de Montpellier, mais il y a un château qui a brûlé. Il y a un château qui a brûlé, et j'ai été invité par quelqu'un de ma famille qui travaille dans la restauration de bâtiments anciens, à travailler dans ce château. Et je devais y aller pour faire de la menuiserie. Et en fait, j'étais avec un groupe de compagnons du devoir. Et ils aimaient bien manger. Et donc un des compagnons avait invité son frère qui lui était compagnon cuisinier. Et moi je faisais déjà la cuisine dans notre petit restaurant. Et il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à faire la cuisine, pour donner à manger à tout le chantier. C'est des choses que les gens ne voient plus aujourd'hui. Et donc il a dit, lui je le prends. Et donc j'étais venu pour faire de la menuiserie, et pendant 1 mois j'ai fait cuisinier. Et il m'a montré beaucoup de choses qui m'ont aidé, parce qu'après j'ai eu un restaurant pendant 3 ans. Ça a été un de mes boulots qui m'a permis de continuer les études. Je tenais un restaurant associatif. Et tout ça, ce sont des choses qui sont pas très courantes. Ah, c'est un avion, a plane that fly away. Ce sont des choses qui ne sont pas très courantes en France. Les gens n'ont pas été élevés comme ça. Mais en fait, beaucoup de gens qui sont originaires des Alpes, des Pyrénées ou du Massif central ont des vies un peu similaires à la mienne. Il y a une manière de vivre des montagnards en fait. Des gens qui ont souvent eu l'habitude d'être très isolés, d'avoir appris plein de métiers pour arriver à s'en sortir, plein de petits métiers,
Maintenant, ils font beaucoup de tourisme. Maintenant, c'est le sport et le tourisme, mais il y a toujours eu plein de petits métiers. Et de se débrouiller, d'aller travailler un peu à Paris, puis de revenir, tout ça. Voilà. Pas très loin de mon département, le département d'à côté qui s'appelle l'Aveyron. Il y a des gens qui sont partis en Argentine, qui ont fondé une ville en Argentine qui s'appelle Pigüé, que tu pourras sûrement retrouver, où ils continuent un peu à maintenir l'occitan aussi. Voilà. And I wanted to ask you, does it mean for you personally to be Occitan? Qu'est-ce que je pense de moi? De moi-même? Non. As Occitan, what are the advantages of being Occitan for you, or disadvantages? Qu'est-ce qui est belle d'être Occitan pour vous? Qu'est-ce qui... Ben, d'abord, c'est un héritage. D'abord, je ne l'ai pas choisi. C'est d'abord... c'est le rapport avec mon histoire. Il y a des... Par exemple, on dit souvent qu'il n'y avait pas de... que l'occitan, c'est une langue orale. Mais chez moi, il y a du courrier. Il y a les gens... Ah, oui, d'abord, par exemple, il y a du courrier écrit. Dans ma famille, on s'écrivait en occitan, c'était pas seulement une langue orale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, à la Première Guerre mondiale, le courrier qui n'était pas écrit en français était censuré. On n'avait pas le droit de ne pas écrire en français. Donc les soldats qui étaient partis sur le front, ils avaient le choix soit de ne pas écrire, soit d'écrire en français. Et quand ils ne voulaient pas écrire en français, ils ne pouvaient pas envoyer une nouvelle à leur famille. Ils étaient brimés. Une partie des problèmes qui sont dans ma famille, c'est que plusieurs de membres de ma famille ont été des fugitifs, en ce sens qu'ils ont été des insoumis. C'est-à-dire par exemple, en 40, j'ai deux oncles qui n'ont pas voulu participer à la guerre de 40, dans les débuts de la guerre de 40. Ils ont été résistants, mais ils n'ont pas rejoint le rang d'affectation parce qu'ils ne voulaient pas faire partie de l'armée française. Ça leur a causé énormément de problèmes. Ils ont eu une première fois des problèmes sous Vichy parce qu'ils étaient accusés d'être communistes. Et après la libération, comme ils n'avaient pas participé à la guerre, on les a accusés d'être pro-allemands. Puisqu'on a accusé beaucoup de nationalistes occitans d'être pro-allemands. Ce qui était faux. Mais en fait, ils ont eu des ennuis des deux côtés. Et... comment dirais-je, donc d'abord, être occitan, c'est un héritage. J'ai pas choisi, je suis né comme ça. Et si je veux continuer l'histoire de ma famille, je suis obligé de passer par des lettres qui existent, par des actes écrits qui existent. Et si je perds cette langue, je perds la mémoire de la famille. Do you hear me? And do you know maybe other people? And do you know maybe other people who were persecuted or who had problems for being Occitans or not agreeing with the French government? Je suis pas hungry, je ne suis pas aigri en français, je ne suis pas... Mais c'est vrai qu'une partie de mes problèmes vient de l'histoire de ma famille. Et en particulier le fait que des membres dans ma famille aient été des opposants à la France fait que ma situation est aujourd'hui... ce sont de vieilles histoires, En particulier des procès qui ont eu lieu à la Libération, puisque it's not a hard prosecution, it's a soft prosecution. Ce n'est pas... il n'y a aucune action judiciaire contre moi, il n'y a rien, puisque je ne pose pas des bombes, je ne fais rien de tout ça. D'ailleurs, je suis contre. Mais il y a des petites choses. Je veux un papier dans mon village, un extrait de naissance, j'arrive pas à l'obtenir. Ce sont que des petites choses comme ça. Et ça reste, et on se demande, mais
c'est répété et régulier. Et je sais que c'est parce que j'ai des gens dans la famille qui sont connus et que voilà, il y a toujours des petites choses qui restent. Euh, Actuellement, c'est beaucoup d'histoires qui viennent de la Seconde Guerre mondiale et de l'attitude de certains membres de ma famille pendant la guerre. Entre autres, ils ont refusé, ils ont été ils sont considérés pas comme déserteurs, mais comme insoumis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas rejoint leur affectation. Et ça cause des problèmes. Et le fait qu'ils aient été résistants ne change rien à l'affaire. Mais des fois on te demande d'où tu viens. Par exemple, mes oncles donc, qui sont protestants ont toujours affirmé leur protestantisme. Et à un moment, au Parti communiste, c'est devenu compliqué pour eux parce qu'on leur demandait mais pourquoi ils continuaient à être religieux, quoi, pourquoi ils continuaient à avoir une pensée religieuse. Donc d'un autre côté, les protestants étrangers, parce que maintenant dans le Midi il y a beaucoup de protestants qui viennent de Strasbourg, d'Allemagne, tout ça. Les pasteurs ils comprenaient pas pourquoi des protestants pouvaient être communistes, donc c'est l'inverse. Et tout ce monde-là ne comprenait pas pourquoi en plus on pouvait être nationaliste, occitan. C'est-à-dire qu'ils étaient à la frontière de trois trucs. Et pendant très très longtemps, le Parti communiste français refusait qu'on puisse exprimer des revendications nationalitaires. Puisque en France, pour se distinguer des nationalistes français, on parle nationalitaire. Et donc, mes oncles ont fini par quitter le Parti communiste dans les années 90. Et puis maintenant, il y en a un qui est mort, ils sont vieux. L'autre est vieux. Et ils ont toujours essayé de renoncer à rien. Mais ils ont jamais, par exemple, ils n'ont jamais pu monter dans l'appareil du Parti communiste. Ils ont toujours été tenus parce qu'ils étaient trop particuliers. Ça les gênait pas parce qu'ils voulaient pas faire carrière. Ils étaient pas là pour devenir dirigeants. Ils étaient simplement là par conviction. Mais ils voulaient pas monter dans l'appareil. Mais de toute façon, ils n'auraient pas pu. Ils étaient coincés. Et c'est pareil. J'ai un autre oncle qui lui était dans l'administration des postes. Il a fait plein de diplômes pour devenir percepteur, etc. Enfin, pour augmenter son niveau administratif. Mais à un moment donné, il a plafonné. Et il a plafonné parce qu'il appartenait à une famille particulière et que ça ne se faisait pas. Alors même que des vrais collaborateurs ont très très bien réussi en France. Mais voilà. Et je sais, alors c'est pas de la persécution au sens c'est pas je peux vivre, je peux manger, je peux si j'avais plus d'argent j'aurais un appartement, etc. C'est pas ça, mais il y a plein de petits détails qui font que quand tu as besoin d'un papier à un moment donné, quand tu as besoin d'un service, tu l'as pas. C'est ça, voilà. Et c'est pour ça qu'à un moment je suis venu à Montpellier parce que vivre chez moi c'était compliqué. À Paris j'étais assez tranquille parce que j'étais plus inconnu si tu veux. C'est bien de vivre à Paris, c'est une très grande ville, personne ne se connaît. Donc on t'oublie quoi. Voilà.